Mais écoutez, bonsoir à vous tous et à vous toutes pour ce 15e webinaire organisé par l'ARS Île-de-France, composante chirurgicale. Donc nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour un thème qui est un thème essentiel, puisque c'est comment apprécier la qualité de la prise en charge chirurgicale du point de vue du patient. Oui, du point de vue du patient. On pourrait penser que cette question est un peu inutile parce que le patient, c'est notre objectif. La santé du patient, c'est notre objectif. Et pourtant, c'est un sujet qui est le sujet de ce soir. Et vous verrez que tous les experts qui sont là vous expliqueront comment apprécier de manière le plus objective possible, avec des scores, avec des critères qui, j'espère, nous feront progresser, nous médecins, nous chirurgiens. Alors, pour cette soirée, on a la chance d'avoir les conférenciers que vous écouterez pendant toute la soirée. Julie Lagrave, qui est directrice de la DIRNOV, c'est-à-dire l'innovation et la recherche de l'ARS Île-de-France. Alors, vous me direz, l'innovation, c'est surprenant qu'on parle d'innovation ce soir, mais c'est une dimension innovante. Et on compte beaucoup sur son expertise pour nous aider à progresser. Et il y aura deux animateurs modérateurs qui sont le docteur Sandrine Buscaille, qui est responsable du département qualité et pertinence de la DOS au niveau de l'ARS Île-de-France, et le professeur Philippe Michel de l'Université de Lyon, et qui est également président de l'Institut français de l'expérience patient. Oui, ça existe. Et donc, ça signifie que voilà, il va nous aider à progresser dans ce domaine. Donc, je vous passe la parole à tous les deux. D'abord à Julie Lagrave, pardon. Oui, bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour ce webinaire de ce soir. Donc, juste quelques mots de présentation rapide. Donc, je suis co-directrice de l'innovation, de la recherche et de la transformation numérique à l'ARS Île-de-France. Donc, on est une direction qui nous occupons beaucoup des données de santé, de la transformation numérique, des outils numériques au service des professionnels et des patients. Et c'est vrai que ce sujet de l'expérience patient est extrêmement important pour nous et il l'est de plus en plus. Le professeur Philippe vient de le dire, ça semble en même temps évident de dire que le patient est au cœur de nos préoccupations et en même temps, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, on voit que dans tous ces dispositifs innovants qu'on est en train de mettre en place, avec également la mise à disposition de données de plus en plus auprès du grand public. On l'a vu, c'est un domaine différent de la chirurgie, mais récemment avec le Covid, par exemple, où vraiment la donnée a été partagée de manière complètement transparente et tout le monde a pris l'habitude en fait de pouvoir avoir accès à ces données, de pouvoir se comparer. Et je pense que c'est vraiment en train d'entrer dans les mœurs de plus en plus. Parallèlement, il y a aussi de plus en plus de sites web ou d'applications qui donnent accès à cette information. Et il est aussi de notre rôle, du point de vue des pouvoirs publics, de favoriser l'accès à cette information et aussi à l'information de qualité. Et ça, je pense que c'est aussi un des enjeux qui va être abordé ce soir, parce qu'inversement, la profusion de données peut nuire à la bonne information du patient. Donc, tous ces enjeux d'accès à la donnée, de transparence, de comparaison possible entre les données, aussi de nous assurer collectivement que cette donnée est de bonne qualité. Tout ça, c'est vraiment des enjeux qui nous animent au quotidien. Donc, on est ravis d'être avec vous ce soir et puis de voir ces approches complémentaires qui vont nous être présentées. Et c'est ça aussi la richesse de ce webinaire. Donc, je laisse la parole à l'intervenant suivant et merci encore de l'invitation. Merci beaucoup. Bonjour, Philippe Michel, Sandrine, si tu veux bien, on démarre tout de suite le programme. Donc, je vais vous présenter quelques éléments de base sur le sujet. Parfait. Donc, excusez-moi, cette introduction un peu longue. Donc, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire pour les intervenants suivants. Deuxième consigne, c'est celui du respect des temps de parole. Sandrine et moi qui allons animer ces présentations donc, auront aussi la lourde tâche de vous prévenir et voire de vous interrompre s'il y a des présentations trop longues parce qu'on a un gros timing.
Et la troisième chose, c'est que vous pouvez poser des questions, vous le savez, sur le Q&R et qu'on y répondra en fin de session, donc vers 19h45. Alors, pour introduire les choses, hein, on voulait simplement vous dire en quelques mots quelques éléments de concept de base. On est là sur une mesure maintenant de qualité. On passe de la mesure d'indicateurs depuis longtemps portée sur le processus de soins, sur l'organisation ou les pratiques ou les méthodes qu'on mettait en œuvre pour soigner. Maintenant, ce que tout le monde nous incite à faire, du côté du ministère comme de la haute autorité notamment, mais aussi des sociétés savantes, hein, c'est de passer à la mesure des indicateurs de qualité. Et parmi les indicateurs de qualité, les indicateurs de résultats, qui sont indispensables pour permettre une bonne évaluation des soins. On veut savoir ce qui s'est au final passé pour le patient et une meilleure orientation du patient dans le système de soins. Alors, sous une forme relativement limitée, un panorama global finalement de ce qu'on peut mesurer en matière de qualité, des deux points de vue. Vous avez sur le haut de la diapo, hein, la qualité des soins qui est perçue par les cliniciens, et en bas, la qualité des soins qui est perçue par les patients. Et dans cette étoile-là, vous voyez qu'on peut mesurer ce qui se passe au niveau des organisations et des pratiques, ce qui se passe au niveau de la sécurité des soins, ce qui se passe au niveau des résultats. Pour la qualité des soins perçus du point de vue des cliniciens, on a des indicateurs nationaux qui s'appellent les IQSS, les indicateurs qualité et sécurité des soins, qui sont pour beaucoup d'entre eux des indicateurs de processus, justement, mais pour certains d'entre eux déjà des indicateurs de résultats. Et quand on travaille avec des cliniciens et qu'on utilise un acronyme anglophone, hein, on parle de CROMS, qui sont les Clinical Reported Outcomes Measures. Du point de vue du patient, on peut mesurer l'expérience des patients, on vous en parlera hein, au long de ce webinaire, la sécurité des soins ou les résultats de soins. En utilisant aussi des acronymes un peu barbares, les PREMS, qui sont les Patient Reported Experience Measures, les PRIMS, qu'on utilise un peu moins souvent parce que souvent ils sont associés aux PROMS, mais qui sont les Incident Measures, et puis les PROMS, donc les Patient Related Outcome Measures. Je vais juste focaliser dans la suite de ce qui va se dire que sur les PROMS, donc ce sont des indicateurs de résultats et ce sont des indicateurs de résultats de parcours. Des parcours, on en a sous plusieurs formes, vous le savez. Hein, maintenant, j'ai repris simplement une diapositive ou des définitions qui sont sur le site du ministère. On a des parcours de soins, des parcours de santé, des parcours de vie. Et au regard de chacun de ces types de parcours, on va mettre des PROMS différents. C'est pour ça que quand on passe à la définition et au contenu des PROMS, on va se dire que ce sont des indicateurs de mesure des résultats qui sont perçus par le patient. Donc, on est bien sur la partie inférieure hein, de l'étoile de tout à l'heure. La mesure des résultats de santé par les patients qui reflète sa vision de la maladie et des traitements. Comment, moi, je perçois mon état de santé du point de vue des symptômes que je ressens, du point de vue de mes capacités fonctionnelles ou bien du point de vue de ma qualité de vie. C'est globalement hein, les trois domaines dans lesquels on a des PROMS qui sont construits. Donc, les deux premiers font référence au parcours de soins et le dernier fait référence plutôt au parcours de vie, puisqu'on parle de qualité de vie. Les questionnaires de PROMS, on en a actuellement beaucoup, énormément. L'AHS a lancé une étude auprès des établissements de santé pour savoir quels étaient les PROMS qui étaient les plus utilisés. Il joignait une liste des PROMS, des questionnaires PROMS qui étaient validés, plus ou moins validés. Et il y en avait à peu près, enfin, il y en avait plus d'une centaine. Donc, on voit bien qu'on a actuellement beaucoup de questionnaires validés. Alors, la plupart du temps, ils sont validés en anglais, évidemment. Mais on a donc à notre disposition beaucoup de questionnaires. Des questionnaires pour suivre l'évolution de l'état de santé. Alors, ça sert à quoi? Des PROMS, comme des PREMS d'ailleurs, hein, à évaluer la qualité des soins, à la recherche biomédicale ou à la recherche sur les services de santé. Donc, finalement, des indicateurs qui nous sont extrêmement utiles parce qu'on a le point de vue du patient. On a le point de vue du patient pour prendre des décisions pour lui-même et pour le système de santé, et également pour faire de la recherche. Pour aller plus loin, parce que je n'avais que 5 minutes, finalement, on a beaucoup d'informations. Les rapports qui ont été faits autour de la stratégie nationale de santé et de Ma Santé 2022. On a un document HAS aussi
sur les prompts. Et on a beaucoup d'autres informations, y compris à l'étranger. Et je vous recommande celui des Canadiens qui a été fait par l'Institut national sur la sécurité des patients. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en espérant avoir été assez clair pour ceux qui souhaitaient avoir plus d'informations sur le sujet. Je vais départager mon écran et introduire tout de suite la personne suivante que j'ai le plaisir d'accueillir, donc Marie Gloanec. Marie Gloanec, donc, qui est chef de projet pilote du dispositif national ISATIS. Donc ISATIS, questionnaire, vous le savez, de satisfaction et d'expérience patient. Donc on va aller plutôt du côté des PREMS. Marie, qui est donc à l'HS, je crois que je ne l'avais pas encore dit, donc à la direction de l'amélioration des qualités et de la sécurité des soins. Marie, je vous laisse la parole. Merci. Donc, normalement, j'ai partagé mon écran. Tout le monde doit voir ma vidéo. Voilà, donc je suis Marie Gloanec. Merci à la Haute Autorité de Santé. Et je vais vous présenter moi, le dispositif national ISATIS et plus particulièrement ce qu'on mesure en termes de satisfaction et d'expérience patient en chirurgie ambulatoire. Donc, je vais faire un rappel bref sur les objectifs et le fonctionnement d'ISATIS. Donc, ISATIS, c'est un dispositif national qui est commun à tous les établissements de santé et qui est obligatoire pour beaucoup d'entre eux et qui est composé de questionnaires adaptés au séjour du patient et qui permettent donc de mesurer le point de vue du patient pour que la HAS puisse calculer et produire des indicateurs de résultats. Donc, ces questionnaires adaptés, ce sont des enquêtes qui sont recueillies en continu tout au long de l'année et qui sont développés par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de groupes de travail et avec des patients, en co-construction avec des patients. On a actuellement 3 enquêtes qui sont mesurées en continu. La première, la plus ancienne, qui est mesurée depuis 2016, elle interroge les patients hospitalisés en court séjour, en séjour de plus de 48 heures en MCO. On a ensuite l'enquête en chirurgie ambulatoire dont je vais vous parler aujourd'hui, qu'on mesure depuis 2018. Et la dernière enquête nationale, c'est une enquête pour les patients suite à un séjour en soins de suite et de réadaptation qu'on mesure depuis 2020. Donc, c'est un dispositif qui est opérationnel depuis quelques années. En chirurgie ambulatoire, plus particulièrement depuis 2018, on a déjà réussi à recueillir plus d'1 million de réponses de patients répondants. Alors, que mesure-t-on dans ce questionnaire ISATIS en chirurgie ambulatoire? Les questionnaires ISATIS, ce sont des questionnaires qui sont relativement longs et détaillés puisqu'ils contiennent chacun environ une 60aine de questions et ils permettent de demander le point de vue du patient sur différentes étapes de son parcours, donc avant l'hospitalisation jusqu'à sa sortie et son retour à domicile. Dans nos questionnaires, on a des questions à la fois d'expérience patient et des questions de satisfaction. Et puis, à la fin de chaque questionnaire, on propose aussi au patient de déposer un commentaire libre. C'est facultatif, mais voilà, il peut déposer un commentaire s'il le souhaite pour compléter son évaluation. Alors, juste quelques éléments de définition pour bien expliquer la différence qu'on fait entre la question d'expérience et la question de satisfaction. Quand on pose une question d'expérience, on demande vraiment au patient de ce qui s'est passé ou non durant son séjour, avec des questions dont les modalités de réponse sont la plupart du temps binaires. On lui demande par exemple s'il a reçu des informations sur son traitement, s'il a reçu des médicaments pour traiter sa douleur. Donc c'est quand on produit un outil de mesure à partir de l'expérience ce que l'on appelle un PRUMS, donc comme vient de l'expliquer Philippe, un Patient Reported Experience Measure qui permet de mesurer vraiment ce qui est arrivé au patient factuellement. Et puis, à côté, on a une autre notion qui est la notion de satisfaction. Donc, nous, dans notre questionnaire, on a aussi beaucoup de questions de satisfaction. Là, ce sont des questions qui permettent de ressentir le perçu du patient. Donc, on lui demande, il a reçu des informations sur son traitement, mais est-ce qu'il a été satisfait des informations reçues? Est-ce qu'il a bien reçu des médicaments sur sa douleur, mais est-ce qu'il a été satisfait de la prise en charge de sa douleur? Et donc, on voit que la notion de satisfaction, c'est un phénomène qui est un peu plus complexe et qui est plus subjectif parce qu'il dépend des attentes du patient, de son ressenti, de son expérience, de ses réactions émotionnelles, de ce qu'il a déjà vécu. Nous, on pose les 2 types de questions dans notre questionnaire parce qu'on considère que la satisfaction, c'est un élément qui est complémentaire de l'expérience patient ou du résultat clinique. Donc, voilà ce qu'on mesure dans ce questionnaire que vous pouvez trouver sur le site de la HAS, mis en ligne.
Pour ce qui est de la façon dont on recueille l'information, alors ça se fait sur une plateforme nationale qui s'appelle ISATIS, qui est une plateforme qui est développée par l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. C'est un dispositif qu'on a voulu le plus simple possible pour les établissements de santé. Donc, l'établissement de santé, il informe le patient de la réalisation de cette enquête et il recueille son adresse email. S'il a l'accord du patient, il dépose l'adresse email sur cette plateforme. Et puis ensuite, tout se fait de façon automatique. Donc, le patient, 2 semaines après son retour à domicile, il reçoit un email. Et dans cet email, il y a un lien qui lui permet d'accéder au questionnaire. Donc, le lien, il est sécurisé, il est unique et il permet au patient de répondre de façon anonyme. Et il est actif pendant une durée de 10 semaines. Et au bout de 10 semaines, il expire et le patient ne peut plus répondre à cette enquête. On a mesuré le temps de réponse, puisque je vous l'ai dit, ce questionnaire a une 60aine de questions. On a un temps de réponse entre 10 et 15 minutes, donc qui permet au patient de donner son avis. Il peut répondre en plusieurs fois et il peut aussi se faire aider si nécessaire pour participer à cette enquête. Alors, en termes de résultats disponibles pour les établissements, de la même façon, sur cette plateforme Internet ISATIS, l'établissement de santé, il participe, donc il dépose des adresses email, mais il a aussi accès à un certain nombre d'informations, donc des résultats, beaucoup de résultats qui sont uniquement accessibles à lui, donc des résultats détaillés des réponses des patients. Ce sont des résultats qui sont alimentés en continu tout au long de l'année. Et la possibilité d'exporter toutes ces données, notamment les commentaires libres ou les réponses brutes de ces patients. Sur ces résultats détaillés, il a la possibilité d'avoir des résultats au niveau de son établissement de façon globale ou au niveau un peu plus fin du service ou du pôle si l'information a été renseignée au moment où on a déposé l'adresse email du patient sur la plateforme ISATIS. Ça, c'est les résultats vraiment accessibles uniquement à l'établissement et aux professionnels de l'établissement. Et puis ensuite, on a les résultats des indicateurs nationaux qui, eux, sont calculés par la HAS une fois par an. Donc, on fait une extraction de toutes les réponses recueillies, et on calcule des indicateurs pour chacun des établissements de santé. Ces indicateurs, ce sont des scores de satisfaction et d'expérience. Ce sont ces indicateurs nationaux qui sont diffusés publiquement sur le site de la HAS ou sur data.gouv et qui sont utilisés dans des dispositifs nationaux comme la certification des établissements de santé ou le dispositif de financement à la qualité qui est mené par le ministère de la Santé. Alors, je vais vous présenter quelques résultats rapidement de la dernière enquête en chirurgie ambulatoire qu'on a recueillie. Donc, c'est la campagne 2021 qui a été recueillie du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Là, on est actuellement en train de recueillir la campagne 2022. Ce sont des résultats très globaux, mais vous avez le rapport détaillé qui est sur le site de la HAS si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les résultats nationaux. Alors, en termes de participation, sur cette campagne 2021, on a 903 établissements de santé qui ont participé. Alors, ça représente 93% des établissements concernés par le champ de notre enquête ISATIS. Comment on sait quels sont les établissements concernés par l'enquête ? Enfin, qui est concerné. On le sait parce qu'on a des requêtes du PMSI qui nous sont envoyées par l'ATIH et qui nous permet d'avoir l'activité des établissements de santé et de savoir qui est concerné, qui va participer à cette enquête. Donc, 93% participent, 903 établissements participants, et ces établissements de santé sur la campagne 2021 ont permis, en recueillant les adresses email, d'envoyer plus de 2,4 millions de questionnaires par email. Donc ça, c'est sur la campagne 2021. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Donc, on est content d'une campagne à une autre, il augmente. Depuis mai 2018, on a envoyé plus de 6 millions de questionnaires à des patients sur la France entière. Donc ça, c'est les questionnaires envoyés. Et puis ensuite, on a les réponses reçues. Donc en 2021, si on regarde les réponses, là ici, ce sont les réponses qui sont complètes et qui sont exploitables par la Haute Autorité de Santé, par les établissements. On a analysé plus de 603 000 réponses de patients. Ça représente un taux de réponse de 25,4% par rapport au nombre de questionnaires envoyés. Si on regarde le nombre de réponses que reçoivent chaque établissement de santé, enfin les 903 établissements de santé participants, alors on a un minimum de réponses qui est 30, puisque en dessous de 30, on ne produit pas de résultats. Un maximum qui, vous le voyez, a plus de 8000 réponses. La moitié des établissements participants ont plus de 420 réponses environ par an sur cette enquête.
Alors ça, ce sont les résultats de participation. Maintenant, je vous présente sur cette diapositive les résultats des scores. Donc ça, ce sont les indicateurs nationaux qui sont calculés par la Haute Autorité de Santé et qui nous permettent notamment de comparer les établissements de santé les uns avec les autres. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque questionnaire est divisé en grandes étapes qui suivent le parcours du patient et on calcule un score pour chacune de ces étapes. Donc, sur l'organisation avant l'hospitalisation, les patients ont donné un score au niveau national de 81,7 sur 100. Ensuite, sur l'accueil, le jour de leur venue, on a reçu un résultat de 80,6 sur 100. Sur la prise en charge, c'est le meilleur score obtenu, on est à 84,3 sur 100. Et les résultats qui obtiennent les moins bons résultats, donc ce sont le score sur la chambre et la collation, qui est à 73,6, et le score sur l'organisation de la sortie, qui est à 69,9. Alors évidemment, quand on regarde des scores comme ça de façon globale, ça ne veut pas dire grand-chose pour un établissement qui voudrait s'améliorer et vraiment mettre en place des actions. Donc ensuite, il a, lui, à sa disposition des résultats détaillés et il analyse ces résultats détaillés pour mettre en place des actions d'amélioration. Je vous ai mis ici juste deux éléments qu'on peut avoir dans les résultats qui sont transmis par la HAS. Sur l'organisation de la sortie, justement, qui reçoit le score un peu le moins bon, on a un patient sur 4, par exemple, qui déclare ne pas avoir reçu de documents à sa sortie contenant des informations sur son intervention ou sur son suivi, ou un patient sur 4 qui déclare ne pas avoir reçu d'informations sur les signes ou les complications qui devraient l'amener à recontacter l'établissement en urgence. Ce qu'on propose aussi, enfin ce qu'on aimerait aussi, c'est que les établissements de santé s'approprient ces résultats détaillés et les mettre en regard avec les commentaires textuels qui sont aussi déposés par les patients, puisqu'il y a énormément de commentaires qui sont déposés sur cette plateforme ISATIS. Je vous ai mis quelques exemples sur cette diapositive. Ça, c'est pour les pistes d'amélioration, mais ce qu'on tient aussi à dire, c'est que globalement, sur cette enquête, en tout cas, les patients sont très satisfaits et que ces résultats détaillés doivent être utilisés pour mettre en place des actions, mais aussi doivent être, on espère qu'ils le sont diffusés au sein des établissements de santé pour valoriser le travail des équipes. Parce que quand on regarde le détail, notamment sur le score de prise en charge, les patients se déclarent très satisfaits. Par exemple, ils disent, pour pratiquement la majorité, avoir reçu des informations sur leur opération. Quand ils ont posé des questions, pour ceux qui ont posé des questions, ils jugent aussi être très satisfaits par la clarté des réponses qu'ils ont obtenues. Pour les patients qui déclarent avoir ressenti de l'anxiété au moment, le jour où ils étaient dans l'établissement de santé, 9 sur 10 se sont sentis soutenus par les professionnels le jour de l'opération. Et concernant la douleur après l'intervention, on a 46,4% des patients qui déclarent avoir eu une douleur. Là aussi, on a 9 patients sur 10 qui considèrent que la prise en charge de leur douleur a été bonne à excellente. Donc, vous voyez, il y a quand même des très bons résultats qui sont issus de cette enquête et qu'on souhaite valoriser aussi au niveau des professionnels. Alors, le dernier résultat que je vous présente, c'est ce qui concerne le classement des établissements de santé. Donc, c'est à partir des indicateurs nationaux et des scores calculés que je vous ai présentés tout à l'heure. On établit un classement en 4 classes, donc A, B, C, D, des établissements. Et c'est ce classement qui est aussi diffusé publiquement et qui permet à l'usager de se renseigner sur la qualité de la prise en charge dans les établissements et à comparer les établissements par rapport aux autres. Donc, vous avez la distribution des établissements qui ont été classés, donc 840 établissements classés. Et vous voyez que la majorité d'entre eux se trouvent dans les classes A et B, donc ce qui montre que les résultats sont quand même globalement bons pour cette enquête. Vous voyez les résultats qu'on avait obtenus en 2019 et le fait que les établissements se sont améliorés et ont amélioré leur classement par rapport à cette enquête ISATIS. Alors, pour conclure, je pense ne pas avoir dépassé mon temps de parole sur ce dispositif ISATIS. Notre objectif, donc on continue la promotion d'ISATIS. D'ailleurs, je remercie l'invitation à ce webinaire parce que ça nous permet d'en faire la promotion pour augmenter la participation des patients, les informer et les inciter à répondre. C'est l'objectif principal. On a aussi l'objectif d'aider les établissements dans l'appropriation des résultats, dans l'explication des résultats. Je profite pour mentionner qu'on a un projet, d'ailleurs en collaboration avec l'ORCA sur l'utilisation des résultats issus d'ISATIS en chirurgie ambulatoire. Peut-être que M. Philippe vous en parlera plus tard. Et puis, on continue d'étendre le dispositif où on développe de nouveaux questionnaires en hospitalisation à domicile et en santé mentale.
Et on a aussi un projet sur l'analyse des commentaires patients qui ont été recueillis entre 2016 et 2020, avec un rapport qui sera publié en juin 2022 et qui va permettre de mettre en évidence voilà, cette analyse nationale sur l'ensemble des commentaires recueillis dans le cadre d'ISATIS au niveau national. Je vous remercie, vous avez mon adresse email et puis je reste disponible pour vos questions en fin de webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie. Donc nous allons poursuivre avec le professeur Géo Gersco. Vous êtes professeur des universités et maître de conférence, responsable de la chaire Innover. Je m'excuse. À l'Université de Montpellier, et vous êtes co-leader avec Mathilde Abels, qui va intervenir avec vous, d'un projet leader européen DIECO, ayant pour but de comprendre le développement de plateformes digitales en santé. Voilà, et vous allez nous parler de votre expérience et de l'impact des réseaux sociaux, des plateformes de feedback. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation et surtout merci beaucoup de nous avoir invités. Nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux, des plateformes de feedback. Donc là, je pense que vous voyez le PowerPoint dans son intégralité. C'est quelque chose d'assez surprenant de voir comment est-ce que le patient, de plus en plus, arrive à évaluer dans un dispositif qui est cette fois-ci non plus encadré comme peut l'être ISATIS ou d'autres questionnaires de satisfaction, mais regardez comment est-ce que le patient arrive à évaluer et quels sont les types de retours et quels peuvent être aussi les effets de ces retours suite à une prise en charge. Donc, on va commencer très rapidement par une introduction, puis on vous présentera ensuite quelques résultats de l'étude que nous sommes en train de conduire et nous terminerons par quelques propos de conclusion. Donc, concernant l'introduction, si l'on regarde un petit peu ce qui se passe dans les médias, nous observons que eh bien, ce phénomène est de plus en plus croissant et qu'il est de plus en plus observé, puisque par exemple, vous avez un extrait d'un article qui explique qu'une dermatologue installée dans une ville de taille moyenne de province, qui a visiblement l'habitude de parler cash, eh bien, est évaluée par ses patients sur sa fiche Google. Et elle récolte la note de 2,1 sur 5 sur un total de 34 avis, avec des avis qui peuvent être les suivants. Je me demande encore comment est-ce qu'elle a pu avoir son diplôme, une honte pour la profession, une personne odieuse à enfermer dans un hôpital psychiatrique, j'ai 47 ans, je suis malade, je n'ai pas besoin d'être traitée comme un chien, ou encore une horreur sans nom d'une froideur digne d'Hitchcock. Et on se rend compte que cet élément, ou en tout cas cet événement, ou en tout cas ce phénomène croissant, interpelle de plus en plus la profession qui se rend compte que ce type-là de commentaires sur Internet peut affecter les patients et aussi ce qu'on appelle la e-réputation. Donc, si on regarde les différents types de plateformes qui peuvent exister, sur lesquelles ces avis peuvent être mis en œuvre, nous observons donc, par exemple, la plateforme de Facebook, où, donc là j'ai pris un exemple, on a fait une capture d'écran, hein. Donc on voit bien en termes de recommandations et d'avis une note, une évaluation de 4,2 sur 5 et juste à côté des commentaires qui peuvent être parfois en contradiction avec la note, mais en tout cas ce sont des éléments d'information et de création des représentations en fait qui sont mentionnées par les patients sur les hôpitaux. Viennent également comme type de plateforme, vous avez certainement dû voir et vous connaissez certainement ce logo qui est donc l'avis de Google. Et il y a une plateforme spécialisée qui s'appelle Hospitalidé, qui est très spécifique justement aux établissements de santé et qui a pour objectif de permettre aux patients d'exprimer librement leur perception, la manière dont ils ont vécu la prise en charge, à la fois au niveau quantitatif, puisqu'ils peuvent noter, mais également au niveau qualitatif, puisqu'ils peuvent dispenser des commentaires. Et quand on travaille un petit peu sur les plateformes de feedback patient, qu'est-ce que nous entendons? Donc, on entend bien évidemment énormément de choses. Par exemple, la première réaction est celle de la confiance que l'on peut attribuer à l'avis. Effectivement, le risque, c'est de s'imaginer que des faux patients puissent justement mettre leur avis sur des plateformes. Donc, le problème de la confiance, en fait, sur l'avis émerge. Deuxième élément
qui est également entendu, c'est que la santé quand même est un domaine qui est particulièrement spécifique puisque le patient n'a pas des compétences pour juger des actes chirurgicaux, étant donné leur complexité et la complexité du fait d'être soigné, la qualité des soins. On se rend compte également que ces plateformes trouvent des critiques suivantes sur le fait qu'elles peuvent être dangereuses puisqu'elles peuvent impacter négativement un patient ou un futur patient. Et les avis sont parfois très sévères et inquiètent des praticiens qui sont soucieux justement de préserver leur réputation numérique. Donc l'ensemble de ces éléments nous ont conduit finalement à essayer d'aller un petit peu plus loin pour comprendre ce phénomène. Et on se rend compte que même si les plateformes existent et le nombre d'utilisateurs augmente, il y a certains hôpitaux qui commencent à prendre à bras le corps finalement ce phénomène-là et qui tentent d'y répondre en transformant, ou en tout cas en répondant aux avis négatifs qui sont postés sur Internet et notamment sur la plateforme Hospitalidé. Et ils traitent chaque avis négatif comme un événement indésirable. Ce qui permet progressivement de reconsidérer la réputation, de créer indirectement un lien avec le patient et aussi de se questionner sur ce que l'on doit améliorer lors de la prise en charge au niveau notamment organisationnel ou par exemple de l'accueil. Bien évidemment, nous sommes dans un contexte où les patients utilisent de plus en plus Internet et le chapitre 1 de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins conduit justement les établissements de santé à se rapprocher de plus en plus de l'avis du patient puisque le patient doit être informé et son implication est recherchée. Donc, dans cette dynamique-là, nous nous sommes posé la question, finalement, quelle était la valeur qui était sous-exploitée des plateformes de feedback de patients qui en soi constitue un nouveau mode d'évaluation de la performance des acteurs de santé, donc à côté des évaluations ou des indicateurs que l'on peut retrouver qui sont très normés. Là, on a une autre forme d'évaluation et de contrôle qui émerge. Autrement dit, la question qui se présente est la suivante: comment exploiter des opportunités d'une menace et comment essayer de la transformer en quelque chose d'exploitable de manière positive. Donc Mathilda, je vais te passer la parole. Donc, je prends le relais et je vais vous présenter nos premiers résultats sur pourquoi analyser les feedbacks patients, pourquoi prendre le temps de regarder ces retours qui sont publics et accessibles par tout le monde sur Internet. La première chose qu'on peut voir, c'est en analysant les commentaires en particulier négatifs et en les répartissant en fonction des différents services, on va pouvoir identifier où l'on doit agir en priorité. En effet, on a des ressources limitées quand on veut améliorer l'expérience patient. Et donc, grâce aux avis négatifs, on va pouvoir localiser les endroits où agir en priorité. Là, on a un exemple de notre hôpital qu'on va garder anonyme, où on voit que la majorité des commentaires négatifs, donc en tout cas 16 commentaires négatifs, étaient en chirurgie ambulatoire sans bloc. Une deuxième chose que l'on peut identifier grâce à ces commentaires, c'est cette fois-ci en analysant le contenu des commentaires. Et on peut identifier deux choses. Un, des pratiques à garder ou à arrêter ou à changer, mais aussi des pratiques que l'on peut rajouter. On peut aller regarder les commentaires des patients de d'autres hôpitaux pour identifier de bonnes idées. Le commentaire tout en haut à droite par exemple, fait référence à des aménagements effectués pour les enfants, des petites revues explicatives, des propositions de dessins animés en salle de réveil. Ce sont des idées d'innovation ou de pratiques que l'on peut mettre en place pour améliorer l'expérience patient. En dessous, les 4 commentaires que vous pouvez voir en bas de la slide sont des commentaires qui peuvent donner des idées de choses à arrêter ou à changer. Par exemple, on ressent vraiment, tout en bas à droite, cette impression d'être un cobaye ou en bas à gauche, d'être qu'un numéro de dossier. Donc, il faut, dans la prise en compte de l'expérience patient, prendre en compte ce ressenti, mais aussi que l'expérience peut être négative à cause de comportements hautains de certaines personnes à l'accueil ou de présence de cafards ou de bruit de travaux dans les hôpitaux. Pour conclure, donc c'était une présentation très rapide, on aurait pu passer beaucoup plus de temps, mais pour conclure, il y a 3 points à retenir. La première chose, c'est que les plateformes de feedback patient sont des sources de données qui sont sous-utilisées, qui sont là
accessibles à tous, mais que uniquement certains hôpitaux et docteurs saisissent. On peut les utiliser pour 3 choses, identifier ce qu'il faut garder, ce qu'il faut arrêter, ou des idées de choses à rajouter ou innover. Et vraiment, la nouveauté de ces plateformes est que vous allez pouvoir identifier et utiliser les commentaires de vos patients qui ont posté par rapport à votre hôpital, mais vous pouvez aussi regarder les commentaires des patients des autres hôpitaux, donc de patients qui ne sont pas vos patients à vous, mais bien d'autres hôpitaux, d'autres docteurs pour avoir ces idées à garder ou à arrêter. Bien sûr, il y a des questions qui se posent. Et là, ce sera ma dernière slide, la slide de conclusion. C'est lorsqu'on analyse les commentaires, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les commentaires négatifs. Il y a une vraie valeur aussi dans les commentaires positifs. Et dans les commentaires positifs, identifier des éléments négatifs. Inversement, dans les commentaires négatifs, on regarde les 3 éléments que je vous avais dit, ce qu'il faut arrêter, ce que l'on peut changer ou ce que l'on peut rajouter. Et il y a des questions sur lesquelles il faut vraiment réfléchir tous ensemble. C'est comment est-ce qu'on va vérifier l'authenticité des commentaires? Comment gérer les faux patients sur ces plateformes-là? Est-ce que ces commentaires ne sont pas des outils qui sont en train d'accroître une compétition entre acteurs de la santé et qui vont pouvoir agir sur le taux de fuite de patients pour certains hôpitaux? Comment maintenir une e-réputation? Est-ce que c'est un outil à utiliser pour la e-réputation? Et dernier point, quels sont les leviers que l'on peut mettre en place pour réellement saisir cet outil et en extraire de la valeur au lieu de juste les ignorer ou qu'ils détruisent de la valeur en créant, par exemple, des commentaires qui peuvent être néfastes pour les patients. Nous vous remercions et restons à votre disposition pour répondre à toutes questions, soit par le chat ou soit en fin de session. Merci beaucoup donc, pour cette présentation très intéressante. Tous les établissements se posent cette question-là. En effet, de savoir comment utiliser cette source d'information. Je donne tout de suite la parole donc, au docteur Virginie Luce-Garnier, qui est médecin à la PHP. La PHP qui a décidé de se donner les moyens de travailler sur les PROMS, donc ce qu'on appelait en début de réunion là, les Patient Reported Outcome Measures, mais aussi les résultats mesurés par les cliniciens. Virginie donc a du temps dédié pour coordonner à l'échelle de la PHP l'ensemble du déploiement de ces PROMS et CROMS. Donc, merci de ta présentation. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation qui va me permettre de montrer ce que nous essayons de faire à l'assistance publique pour la mesure du résultat patient. Alors, on utilise depuis le début de ce webinaire deux mots qui sont peut-être encore mal connus, mais que vous commencez à comprendre un peu, qui sont les PROMS et les CROMS. Et je vais essayer de vous raconter un peu d'où ça vient. Alors, la première question, c'est pourquoi on mesurerait le résultat patient? Alors, en se posant cette question, on prend l'histoire, j'ai l'impression, moi, par le milieu. Parce que pour moi, l'histoire, elle commence avec Porter et Theisberg, qui ont posé cette question un peu dérangeante. C'était en 2006. Que produit le système de santé qui mérite d'être rémunéré? Et alors, c'est une question étrange parce que, en fait, c'est une question d'économiste. Michael Porter, c'est un économiste américain, ce n'est pas du tout un économiste de la santé. Il travaille à Harvard et il s'est associé avec Elizabeth Theisberg, qui est l'équivalent qui est universitaire, l'équivalent d'un de nos chefs de pôle et qui est médecin. Et il a abordé le système de santé comme n'importe quel autre domaine de l'économie. Et donc, la question, elle est un peu dérangeante, mais finalement, elle reste à la fois très pertinente et elle donne du sens. Parce que, en passant par la rémunération du système de santé, on s'interroge sur le cœur de métier et sur la valeur qu'on produit. Et pas la valeur au sens euro, la valeur au sens amélioration. Et donc, la réponse à cette question, ils l'ont donnée dans la publication suivante. Et alors, je résume un peu leurs propos, mais donc, ce qu'ils disent, c'est que l'objectif de notre système de santé, c'est de produire en premier lieu une amélioration de l'état de santé individuel
Et quand on améliore l'état de santé de suffisamment d'individus, on finit par améliorer l'état de santé de la population. C'est ça le cœur de notre métier. Et c'est ça la raison pour laquelle il faut mesurer le résultat qu'on produit pour le patient, puisque c'est comme ça qu'on va aborder notre cœur de métier. Alors, comment on fait pour mesurer? Eh bien, Porter et Theisberg sont allés voir les parties prenantes du système de santé et ils ont vu d'un côté les patients, de l'autre les médecins ou les professionnels de santé, avec chacun leurs interrogations et leur propre interprétation de ce qu'est le résultat patient. Donc, par exemple, quand on est patient, c'est très concret. Ce qu'on espère, c'est aller mieux après, faire du sport comme avant, reprendre le travail, pouvoir voir les copains, enfin, des choses comme ça. Et puis, quand on est médecin, on a envie d'avoir, ou professionnel de santé, on a envie d'avoir une idée un peu plus mesurable ou, alors, je vais dire, objective de ce qu'est l'état de santé de nos patients. Et donc, on s'intéresse à d'autres éléments, donc la survie. Pour les chirurgiens, eh bien, ils ont des scores chirurgicaux, ils mesurent les amplitudes de mobilité des articulations, etc., les orthopédistes, pardon. Un diabétologue va mesurer l'HbA1c de son patient avant et puis après mise en place d'un traitement. Et tout ça, c'est une autre façon d'aborder le résultat. Et donc, comment on combine tout ça? Alors, Porter et Theisberg, enfin surtout là, c'est plutôt Porter d'ailleurs, a modélisé l'approche du résultat qui importe au patient en 3 stades. Alors, le premier stade, il paraît très frustre. Le palier 1, c'est la survie et la qualité de vie ou l'amélioration de l'état de santé. Alors, ça paraît simple comme ça, sauf que je ne sais pas s'il y a des oncologues, des chirurgiens oncologues parmi vous, mais même la survie, c'est extrêmement difficile à mesurer. D'abord parce que nos dossiers patients informatisés ne sont pas reliés au registre des certificats de décès, donc on ne sait parfois même pas que les patients sont décédés. Et puis quand ils décèdent, la cause du décès n'est pas toujours simple à établir et ça peut être des causes intriquées. Donc même la survie, c'est difficile. La qualité de vie ou l'amélioration de l'état de santé, là, on commence à être très ennuyé pour le mesurer de façon fiable. Et puis le reste, c'est encore plus difficile. Alors, le palier 2, il est centré sur la pertinence et l'utilité de tout ce qui est fait pour le patient. Donc, d'abord, il faut que ça ne dure pas trop de temps. Et puis, surtout, ce qu'on veut, c'est éviter tout ce qui est inutile, voire délétère, comme les erreurs diagnostiques ou les traitements inefficaces. Et enfin, le palier 3 défini par Porter, c'est là on intègre une dimension temporelle et donc on veut que l'état de santé soit bon pendant longtemps et sans trop de conséquences. Alors très concrètement, comment on fait ça? Alors pour les patients, on utilise donc les fameux PROMS, donc Patient Reported Outcomes Measures. Ce sont des questionnaires de qualité de vie qui doivent être auto-administrés parce que les études montrent de manière assez pudique que si c'est un professionnel de santé qui les remplit, eh bien, les résultats sont différents de si c'est le patient. Donc le patient ou son aidant, évidemment, doit le remplir lui-même. De façon contre-intuitive, le taux de retour est meilleur si les questionnaires de qualité de vie sont présentés aux patients sous format électronique et pas en papier. Et pour pouvoir les utiliser, comme on le disait tout à l'heure, à des fins de comparaison, il faut utiliser des questionnaires standardisés et validés à l'international. Donc ça, c'est les questionnaires patients, donc les questionnaires de qualité de vie, dont je vous montrerai un exemple ensuite. Ensuite, eh bien, on consulte les équipes médicales. Et donc, les équipes médicales, elles utilisent les données médicales qui viennent du dossier patient informatisé. L'idée, c'est que ça ne doit pas demander de travail supplémentaire aux équipes médicales. Et donc, il faut que ce soit automatique. Donc, alors, ça ne veut pas dire que ça demande zéro travail, parce que pour pouvoir extraire les données de façon automatique du dossier patient informatisé, il faut qu'elles soient saisies sous forme structurée. Donc, pour recueillir des prompts, ça demande un temps de préparation avant, où on met ensemble les équipes médicales et les équipes informatiques pour décider de la meilleure façon de structurer les données. En pratique, là où vous mettiez du texte libre avant, on va vous proposer de remplir un menu déroulant ou de cocher des cases. Voilà, pour que la donnée soit récupérée sous forme structurée.
On associe ces données, donc les données qui viennent des patients et les données qui viennent des équipes médicales, à des données stratification. Alors, j'ai marqué qu'elles étaient issues du dossier administratif. En fait, on les récupère un petit peu partout dans le dossier patient informatisé, mais c'est les choses qui permettent de faire des groupes de patients pour pouvoir les comparer entre eux. Donc, on a évidemment l'âge, le sexe, on a très souvent le niveau socio-économique, on a l'existence de comorbidités et quelles sont ces comorbidités. On a parfois le tabagisme, etc. Donc, ce sont toute une série d'éléments qui permettent de comparer des groupes comparables. L'ensemble se déverse dans une base de données donc, structurée qui permet, alors en premier lieu, de voir où on en est, donc de prendre une catégorie de patients et puis de se dire, eh bien, tiens, mes patients que j'opère le lundi, en fait, ils sont en arrêt de travail pendant 15 jours après, peut-être que je peux réduire l'arrêt de travail, ou alors ils ne marchent que 8 jours après, peut-être qu'ils pourraient marcher 5 jours après, donc ça permet de se suivre soi-même. Ça permet aussi, ces bases de données structurées, avec encore une fois des indicateurs qui sont validés à l'international, ça permet de faire de la comparaison, enfin de voir avec d'autres équipes. Et ça permet de faire des publications en s'appuyant sur de la donnée robuste. Quand on travaille sur, par exemple, un changement de traitement, on peut montrer l'effet réel de ce qu'on fait sur le résultat patient. C'est d'où l'importance de cette base de données structurée qui est quand même difficile à construire. Alors, un exemple de PROMS, parce qu'on en parle beaucoup, mais je ne crois pas qu'on vous en ait montré jusqu'à maintenant. Donc, ce sont des questions très simples qu'on pose aux patients. Donc là, c'est un extrait du questionnaire HOOS, donc, qui mesure la qualité de vie des patients qui ont une atteinte de la hanche et qui est très utilisé par les orthopédistes. Et vous voyez que, par exemple, on leur demande quelle est votre difficulté pour écarter largement les jambes, quelle est votre difficulté pour marcher à grands pas. Ce sont des questions extrêmement concrètes, mais qui ont fait l'objet d'une validation internationale et qui donc sont reproductibles. Le questionnaire en français, il est également validé et donc on peut comparer à d'autres équipes. Pour les médecins, alors là, je vous montre en avant-première ce qui est en cours de construction en fait pour les orthopédistes de l'assistance publique sur la prothèse totale de genou. Donc c'est le score IKS, donc c'est un CROMS, c'est un score clinique rempli donc par les médecins. Et donc comme je vous le disais, au lieu d'avoir du texte libre, eh bien, le médecin va cocher les cases qui correspondent à ce qu'il a fait pour son patient. On peut, et on pourra à l'assistance publique, intégrer les données qui sont cochées là dans un compte-rendu de consultation ou une lettre type au choix du praticien. D'où on sort, à l'AP en tout cas, ces indicateurs de résultats. Nous avons fait le choix d'utiliser les thésaurus iCHOM. Donc iCHOM, c'est un organisme international fondé à l'initiative de Michael Porter, qui est complètement indépendant et qui s'est donné pour objectif de produire des standards sets d'indicateurs de résultats. C'est fait avec une méthodologie extrêmement robuste qui associe des experts à chaque fois des pathologies concernées et des patients pour avoir des sets d'indicateurs qui soient le plus pertinents possible, évidemment fiables et reproductibles et qui correspondent le mieux, enfin puis qu'il n'y en ait pas des centaines, et qui correspondent le mieux à l'évaluation de la pathologie. Il y en a 5 ou 6 là sur la slide qui sont ceux de la qui sont ceux qui concernent la chirurgie en particulier, mais il y en a 38 en tout sur le site et ils en produisent régulièrement, donc le chiffre ne fait qu'augmenter. Un petit mot sur ce qu'on fait, ce qui est en cours à la PHP. Alors, on travaille actuellement sur 3 pathologies. Donc, il y a le cancer du sein avec un pilote à l'hôpital européen Georges Pompidou, dont je vais laisser le docteur Poil vous parler. Donc, eux ont déjà commencé le recueil de ces indicateurs. Nous sommes en cours d'élargissement de la démarche aux autres équipes de scénologie de l'assistance publique, avec les équipes du GHU Nord, qui sont Lariboisière et Saint-Louis, Thonon et Pitié-Salpêtrière. On a un projet en cours, qui est même plus qu'un projet, un recueil qui va commencer sur prothèse totale de hanche et de genou,
à Lariboisière et à Henri-Mondor. Ça devrait commencer au 1er mai à Lariboisière et avant l'été à Henri-Mondor. Et on a un projet sur la chirurgie rachidienne aussi à l'hôpital européen Georges Pompidou, avec là aussi un objectif de démarrage au 1er mai à l'arrivée des nouveaux internes. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Value Based Healthcare, nous organisons à l'AP le premier rendez-vous Valeurs en santé. Ça aura lieu le 31 mai 2022. C'est un webinaire de 14h à 18h que nous avons séparé en 2 parties, avec une première partie sur des réflexions autour de la valeur en santé, où nous aurons des experts internationaux de Value Based Healthcare, en particulier le professeur Hazelzet, qui est titulaire de la chaire VBHC de l'Université de Rotterdam, Erasmus. Nous avons des représentants des patients, des représentants des tutelles, et puis une représentante d'ICHOM aussi dans cette première partie. La deuxième partie portera sur des retours d'expérience à l'assistance publique, donc avec les 3 équipes dont je vous parlais précédemment, et en dehors de l'assistance publique. Et je vous invite à utiliser le lien d'inscription qui sera disponible dans les prochains jours. Évidemment, c'est gratuit et vous pouvez me contacter à l'adresse que j'ai indiquée. J'espère ne pas avoir dépassé mon temps de parole, mais je pense que c'est à peu près bon. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Virginie. En effet, oui, tu as respecté le temps de parole et tu as fait une parfaite introduction pour les 2 présentations qui vont suivre. Donc, c'est rendre grâce à ce que tu as présenté, mais aussi au professeur Philippe de l'organisation de ce webinaire. Parce que finalement, là maintenant, on va laisser parler des cliniciens. Le premier, donc, c'est un professeur d'orthopédie des Hospices civils de Lyon qui va nous décrire comment on a démarré aux hospices un travail sur l'utilisation des proms. C'est son témoignage à lui, c'est-à-dire qu'il a construit, on ne s'est pas concerté, c'est donc sa façon de voir en tant que clinicien la façon de pouvoir mettre en œuvre des proms dans son service, non seulement dans son service, mais l'intérêt de ce qui s'est passé aux Hospices civils de Lyon, où il y a 4 services différents d'orthopédie dans 4 groupes hospitaliers différents, c'est qu'ils se sont mis ensemble en collège des enseignants en orthopédie pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Et on retrouvera beaucoup de ce qu'a dit Virginie, y compris d'ailleurs l'usage du questionnaire de qualité de vie OUS qu'ils ont eux aussi retenu. Donc, comme il ne peut pas être avec nous ce soir, donc il a enregistré une courte vidéo que je vous laisse découvrir maintenant. Cette présentation va vous rapporter notre expérience récente avec l'utilisation des proms en pratique dans le département d'orthopédie au sein du collège au niveau des Hospices civils de Lyon. Alors, depuis quelques années, l'évolution des pratiques a fait que l'activité est de plus en plus soutenue. Et en parallèle, le temps passé par nos patients à l'hôpital est de plus en plus raccourci. On voit ici que, par exemple, dans mon service à Lyon, à la Croix-Rousse, on a quasiment doublé l'activité prothétique en 5 ans et les durées de séjour ont en parallèle diminué également de près de 40%. Donc, on voit qu'on a moins de temps pour évaluer la qualité de nos pratiques. Alors, pour savoir si on travaille bien, évidemment, on a différents indicateurs. On peut s'intéresser aux indicateurs grand public avec le volume, quelques indicateurs qu'on pourrait estimer de qualité. Il y a évidemment le retour scientifique et les publications, et puis la visibilité internationale avec quelques indicateurs également qui sont maintenant diffusés. Néanmoins, ça ne rend pas forcément d'informations par rapport au ressenti des patients. Alors depuis longtemps, on s'y est intéressé, on avait participé à la validation en français du score international de l'ANI Society, qui est le score le plus utilisé, qui a une partie qui concerne des prompts, mais qui a une partie également objective. Alors, néanmoins, on sait que pour avoir le point de vue du patient, ce n'est pas forcément très simple, et c'est là où avoir la possibilité d'intégrer ces prompts dans nos pratiques nous paraissait intéressant. Donc, on a voulu automatiser tout ça. On a eu 2 niveaux d'action, au niveau local, donc au sein de mon service à la Croix-Rousse, et puis au niveau central, au sein du collège,
au niveau du Collège d'orthopédie de Lyon. Au niveau local, on a utilisé un système qui était disponible qui s'appelle Follow, qu'on utilise maintenant depuis plusieurs années pour la chirurgie de ligaments croisés, des prothèses unicompartimentales et également des chirurgies méniscales. Il est utilisé en pré également au post-opératoire par l'ensemble des patients. Donc c'est une utilisation assez simple. On voit ici l'exemple d'un patient qui vient en consultation et qui va remplir de façon autonome le score en utilisant des iPads qu'on a fait installer en consultation, et on voit que c'est le patient qui remplit tout seul sans l'aide du médecin, ce qui permet d'avoir un suivi autonomisé. Alors, il y a des données démographiques, des scores qui sont rentrés au moment de la première consultation et également au moment des différentes consultations de suivi. Il y a également de façon automatisée, cette fois-ci, les informations du compte-rendu opératoire qui sont également rentrées. Et ensuite, pour le suivi, eh bien, on a un certain nombre de prompts qu'on avait identifiés, notamment le COUS et le Forgotten Joint Score qui ont été intégrés, mais on a la possibilité d'intégrer tous les scores que l'on souhaite. On a déjà plus de 1000 patients qui ont été intégrés dans cette base, et ça concerne donc la chirurgie pour l'instant des ligaments croisés, des prothèses partielles. Les consultations de suivi sont systématiquement concernées et on a déjà évidemment un certain nombre de publications à partir de ces données. Ça a permis au niveau du collège d'orthopédie de susciter de l'intérêt, et donc si au sein du service on avait commencé par le genou, au niveau du collège avec les 4 services de la Croix-Rousse, d'Édouard Herriot, de Lyon Sud et également de René Sabran, on avait souhaité se concentrer sur la hanche. On a la possibilité d'intégrer ces éléments dans le système EasyLy, qui est notre système de gestion des données au sein des HCL, qui est développé sur site. Et donc, pour cette étude pilote, on s'est intéressé à 2 scores, le Q5D et le WOOS en version simplifiée, pour permettre aux patients d'avoir une bonne adhésion au process. Le fonctionnement doit permettre aux patients qui sont donc connus du système via leur application MyHCL d'être contactés et donc de remplir ces scores dès que l'intervention est définie et programmée. Eh bien, on voit ici qu'ils sont contactés et qu'ils peuvent remplir de façon autonome avant l'intervention et ensuite aux différentes périodes de suivi que nous avons définies pour avoir ces informations. Donc, c'est un process qu'on va mettre en place en début 2022. Alors, les perspectives, on voit que pour la hanche, c'est en cours. Si c'est satisfaisant, on va le déployer pour les autres articulations et ça va nous permettre d'avoir un retour qualité directement du patient sur toutes ces interventions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sébastien. Donc, vous le voyez, quelque chose que l'on essaye de rendre le plus automatisé. Dans cette histoire-là de PROMS, en fait, le système d'information, il est hyper important. Parce que si on continue à mettre des questionnaires papier, si on utilise des personnes pour aller recueillir l'information, ça ne sera pas pérenne, ça ne sera pas durable, il faudra en plus des financements pour le faire. Et donc, c'est là où le système d'information et donc les liens avec la direction de système d'information sont extrêmement importants. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire que nous a raconté Sébastien, c'est-à-dire qu'avec la direction de système d'information, donc on a mis en place pour tout patient qui… on est en train de le faire, hein, mais c'est quelque chose qui fonctionne dans d'autres spécialités, donc c'est vraiment quelque chose d'acquis. Le tout patient qui sort et qui a laissé son adresse Internet, qui va d'ailleurs recevoir au travers de ça le questionnaire ISTATIS, mais aussi qui va recevoir finalement à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 24 mois, ces questionnaires-là à recueillir de façon automatisée, c'est-à-dire que pour les cliniciens comme pour l'équipe de support méthodo, on n'a rien à faire, le patient les reçoit et le patient les complète, s'il le souhaite évidemment, à distance. Donc, le sujet du système d'information, une fois qu'il est réglé, ne nous laisse plus que 2 questions importantes. C'est comment on va essayer de motiver le patient au maximum avant et pendant les consultations de suivi de compléter ces questionnaires. Et la plus importante, c'est une fois qu'on a les résultats dans l'équipe, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là aussi où derrière, il y a un sacré challenge qui là nous réunit à nouveau, équipe qualité, je suis directeur qualité aux hôpitaux de Lyon, et les équipes de cliniciens
pour qu'on utilise ces résultats et qu'on aille au maximum de ce que nous, les patients nous rapportent. Voilà, on en a terminé avec l'expérience de Lyon. Ça nous a même permis de prendre un tout petit peu d'avance, à peine, et ça permet d'introduire donc la présentation de Myriam Koual, donc, qui avait été annoncée par Virginie également tout à l'heure, donc qui est dans le service de chirurgie cancérologique, gynécologie du sein à l'HEGP, et qui va nous présenter justement l'expérience du côté oncologie sur les PROMS. Alors, j'ai partagé normalement mon diapo. Donc, Oui. je suis le docteur Myriam Koual, je suis praticien hospitalo-universitaire du service de chirurgie cancérologique, gynécologique et du sein de l'hôpital Georges Pompidou. Quelques mots sur notre service. Donc, on est un service spécialisé en chirurgie oncologique agréé par l'ESGO. On a une expertise en chirurgie robotique, un plateau complet avec une prise en charge multidisciplinaire et l'ensemble de la prise en charge pour le cancer du sein qui est réalisé directement à l'hôpital Georges Pompidou, dont la radiothérapie et l'oncologie. On est membre de l'Institut CARPEM de recherche. Donc, quand on parle de VHBC, cancer du sein, donc vous le savez tous, le cancer du sein est la première cause de cancer chez la femme, une femme sur 8, beaucoup de cas, beaucoup aussi de patientes qui sont jeunes, même si l'âge moyen est de 63 ans, on a quand même 20% des patientes qui ont moins de 50 ans et 10% qui ont moins de 35 ans. Le pronostic est globalement assez bon, 85% de survie à 5 ans, mais il y a quand même un impact majeur sur la qualité de vie, que ce soit l'altération de l'image corporelle, le retentissement psychologique sexuel, des effets secondaires, notamment les traitements anti-hormonaux qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie. Et donc, d'intégrer des PROMS dans la prise de décision chirurgicale pourrait vraiment avoir un impact important sur la qualité des soins, d'autant plus qu'en ce qui concerne les options chirurgicales, on sait que les taux de survie et les taux de récidive sont comparables selon les différentes approches chirurgicales. En respectant les indications des traitements conservateurs versus des mastectomies totales, les taux de survie sont similaires et donc se pose vraiment la question d'améliorer la qualité de vie de ces patientes qu'on soigne finalement en un nombre important. Donc, notre expérience, on a commencé donc, à travailler avec Madame Garnier, je vais passer rapidement donc, sur la création des CROMS qu'on voulait recueillir. Donc, on s'est appuyé sur le thésaurus et donc on a choisi nos différents questionnaires qu'on voulait intégrer dans notre recueil. Donc, on a d'abord fait un travail assez important avec la direction des systèmes d'information pour que nos questionnaires soient intégrés avec des clics uniquement au cours de notre consultation et qu'on puisse y avoir accès de façon facile pour que ça ne soit pas responsable d'une surcharge de travail au cours de ces consultations d'annonces qui sont particulièrement lourdes. Donc, quand on voit la patiente, on fait notre consultation classique et je vais vous montrer des exemples. On clique systématiquement pour renseigner les caractéristiques cliniques, les histologies du cancer, etc. En ce qui concerne les PROMS, donc on s'est appuyé sur iCHOM, on a choisi nos questionnaires, donc on a choisi principalement des questionnaires de qualité de vie, des questionnaires de qualité de la reconstruction, qualité de vie suivant la reconstruction, des questionnaires, donc le FACT-test qui est un suivi des effets secondaires de la chimiothérapie, et on a, avec l'ensemble de ces questionnaires, une évaluation du bien-être physique, sexuel, psychosocial, une satisfaction des résultats oncologiques, mais aussi des résultats esthétiques après les reconstructions. C'est un recueil qui est fait sous forme numérique via une plateforme digitale sécurisée qui s'appelle Hermès, donc qui est une plateforme de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris et donc qui nous permet de recueillir les questionnaires de façon automatisée. D'un point de vue vraiment pratico-pratique, la première patiente a été incluse tout au début de la crise Covid, puis a suivi le Covid, puis a suivi un remaniement complet de l'équipe chirurgicale avec un changement de chefferie de service. Et donc, on a vraiment mis du temps initialement, après tout le travail avec les systèmes SI, à inclure les patientes. Et on est sur un rythme de croisière depuis le mois de septembre avec finalement plus de 50% des patientes qui ont été incluses depuis septembre 2021. Donc, une accélération depuis ces derniers mois. Donc, en pratique, comment ça se passe? Le chirurgien propose à la patiente, au cours de la consultation, de rentrer dans ce processus d'évaluation de la qualité de vie et de VHBC. Notre infirmière donc, va vérifier l'adresse mail de la patiente et rentrer l'adresse mail directement via la plateforme Hermès pour le recueil des PREMS. Et à ce moment-là, la patiente signe le consentement
donc à l'entrée de son adresse mail et reçoit un premier questionnaire, donc c'est le questionnaire J0. Et ensuite, elle est avisée qu'elle va recevoir des questionnaires à 6 mois, à 1 an, puis tous les ans. Et donc, ce que je vous disais, c'est que les CRUM sont remplis côté médical directement au cours de la consultation chirurgicale. Je passe aussi rapidement, mais un exemple de questions qui sont posées donc, suite aux différents traitements, où, encore une fois, tout est informatisé pour qu'il y ait des constitutions de bases de données faciles. Ça, c'est notre questionnaire DXCare. Donc, nous, on utilise le logiciel DXCare et donc, on a intégré directement un petit icône avec marqué protocole ISHOM. Et donc, quand on clique, on a globalement cette quantité d'informations. Donc, étant donné qu'on a le dossier quand même en tête de la patiente parce qu'on vient de faire la consultation, ça représente quelques clics supplémentaires. Et donc, ça nous permet d'obtenir un questionnaire directement avec toutes les données et qu'on peut utiliser à des fins de recherche. Donc, actuellement, on a 92 patientes qui ont accepté de participer. On s'est rendu compte qu'on avait un taux de réponse au questionnaire qui était assez faible. Donc, il y a des oublis des patientes, beaucoup d'informations au cours de ces consultations qui sont assez lourdes, des difficultés à créer le compte en ligne. C'est pourtant pas très compliqué, mais parfois les personnes sont dépassées par le nombre d'informations qu'elles ont et donc ça passe un peu à la trappe. Quelques-unes sont un petit peu âgées pour utiliser l'informatique de façon aisée. Beaucoup ont répondu un peu trop tard parce qu'il y avait un délai de validation. Donc, je vais passer les différents problèmes qu'on a rencontrés au quotidien et comment on a mis en marche, mis en route des alternatives pour lutter contre ces problèmes. Donc, la première chose qu'on a remarqué, c'est vraiment que la première consultation était extrêmement chargée. Il y avait l'annonce du cancer, du parcours de soins, beaucoup d'informations sur beaucoup de rendez-vous à venir, que ce soit en imagerie, une programmation opératoire, un rendez-vous avec un oncologue. On est aussi un centre universitaire avec beaucoup d'essais cliniques en cours et donc c'était un peu dilué dans l'ensemble des informations, cette démarche qualité. Et donc, on a proposé pour les patientes qui allaient avoir une chirurgie première de proposer une deuxième consultation dédiée où la patiente pouvait revoir tranquillement avec ses questions le chirurgien et ou que l'infirmière. Ça pouvait éventuellement être proposé au moment de la consultation d'anesthésie. Donc, on parlait aux patientes de cette démarche et au moment de la consultation, elles revenaient voir notre infirmière qui faisait l'inscription. Si le traitement commence par une chimiothérapie néoadjuvante, pour nous, c'est l'idéal parce qu'en fait, la patiente, elle arrive que pour la chirurgie et donc, on lui propose à ce moment-là de rentrer dans le process et c'est quand même beaucoup plus simple après la chimiothérapie, avant la chirurgie d'intervalle. La durée d'accès au questionnaire était un peu trop courte et beaucoup de patientes oubliaient. Donc, on a premièrement fait la possibilité de remplir les questionnaires de façon plus rallongée, donc jusqu'au jour de la chirurgie. On a lancé des rappels automatiques. Donc, ça, c'est en cours pour pouvoir que la patiente reçoive des rappels automatiques pour remplir les différents questionnaires. On a, je ne l'ai pas mis là, voilà, des difficultés d'inscription. Donc, on a mis en place une tablette informatique directement en consultation qu'on remet à la patiente pour qu'elle remplisse le premier questionnaire. C'est aussi via cette tablette que l'infirmière fait l'inscription et donc s'assure de la validité de l'inscription au niveau informatique de la patiente. Et voilà, les SMS, j'en ai parlé. Donc, en conclusion de notre expérience, c'est quand même un projet qui est long à mettre en œuvre, mais c'est une démarche qui est vraiment importante et pour le service, pour l'image du service et pour les patientes. Il y a vraiment un rôle fondamental des responsables des systèmes d'information qui nous ont accompagnés dans la conception et l'objectif étant d'avoir des questionnaires qui se remplissent le plus rapidement possible pour diminuer la charge de travail au personnel soignant et paramédicaux. Pas de difficulté finalement à recueillir l'accord des patientes qui globalement sont assez intéressées par ces démarches qualité, mais de nombreuses difficultés au jour le jour pour lesquelles on a essayé de mettre des pistes d'amélioration qui ont l'air de fonctionner. Il y a beaucoup de maillons qui sont nécessaires à la bonne mise en œuvre, donc beaucoup de ressources humaines. Et pour faire vraiment une petite diapo de conclusion sur les facteurs clés de la réussite du projet qu'on a identifié, la première, c'est vraiment le soutien de la direction et des instances. Et je remercie Valérie Garnier qui a fait la présentation au nom de la PHP et donc qui est vraiment extrêmement engagée à nos côtés dans la mise en application de cette démarche qualité. Il faut une volonté forte du service de l'amélioration de la qualité des soins, ce qui, je pense, est le cas dans notre service. On a aussi beaucoup d'accompagnement de nos patients de prise en charge pour cancer
cancer du sein. On est en train de mettre en place maintenant depuis 2 ans aussi une application d'accompagnement du patient et de ses proches permettant d'identifier justement les parcours de soins, les complications, donc qui est vraiment extrêmement intuitive et qu'on est en train d'évaluer. Je le disais, une bonne communication assez fluide avec les responsables SI. Je dirais également beaucoup de pédagogie envers les différents personnels qui interviennent, parce que quand on comprend pourquoi on fait ça et comment on le fait, ça suscite de l'intérêt de la part des différents même chirurgiens qui le proposent de façon plus facilement à leurs patientes, voire même de façon systématique. Et enfin, je conclurai en remerciant le docteur Nguyen qui est extrêmement investi et qui est le médecin coordinateur de ce projet pour le service, qui est actuellement en congé maternité et qui a été vraiment, tout au long des 2 dernières années, un acteur majeur de la réussite de ce projet en cours qui, je pense, va nous permettre d'avoir des résultats et potentiellement une publication dans l'année en cours. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition en cas de questions. Merci beaucoup. Alors, nous allons enchaîner avec la présentation suivante, donc l'implication du patient dans l'évaluation et intégrée dans l'un des axes qui est porté par la stratégie de transformation du système de santé. Et dans le cadre de Ma Santé 2022, sont développés l'usage des PREMS et des PROMS dans le système de santé qui vont inclure la qualité perçue et la qualité de vie par les patients. Donc, Caroline Bizet, vous êtes chef de projet à la mission Qualité et Pertinence à la Direction générale de l'offre de soins. Je sais que vous êtes aussi accompagnée de votre chef, Madame Anne Vitou. Et vous allez nous présenter donc les dispositifs en cours qui mobilisent donc ces PREMS et ces PROMS. Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir à ce webinaire. Vous voyez bien mon diaporama? Oui. C'est bon? Très bien. Donc, effectivement, cette intervention vise à vous faire connaître les dispositifs en cours de construction au niveau national et dans quel cadre il est envisagé d'utiliser les PREMS et les PROMS et pour quels résultats attendus. Donc, je vais passer très rapidement cette diapo parce qu'on a déjà vu les différentes composantes de la qualité. Donc, du point de vue des patients, effectivement, on a la dimension de la qualité attendue qui prend en compte les besoins implicites et explicites du patient par rapport à sa prise en charge, et puis la qualité perçue donc, à l'issue de sa prise en charge, et du point de vue des établissements et des professionnels, la qualité prévue qui permet d'établir les bonnes pratiques professionnelles ou organisationnelles au regard de l'état de l'art au travers des procédures ou des protocoles de prise en charge, et puis la dimension de la qualité délivrée qui est la mise en œuvre en pratique des soins. Donc, pour chaque composante de la qualité, on a des outils de mesure un peu différents. Donc, pour la qualité délivrée, on a par exemple toutes les démarches d'évaluation de pratiques professionnelles au travers les audits, les indicateurs de pratiques cliniques et toute l'évaluation des organisations des soins. Et puis, pour la mesure de la qualité perçue, on a tous les dispositifs d'écoute patient qui ont été largement développés précédemment. Quels résultats attendre? Là aussi, on en a parlé. Effectivement, la mesure de la qualité perçue peut avoir un impact sur les prises en charge au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, au niveau individuel, on peut attendre une amélioration de la communication entre le patient et les professionnels, avec une meilleure compréhension de la maladie et des symptômes, qui va aider les professionnels à mieux identifier les symptômes et ceux qui comptent pour les patients, et donc à mieux communiquer. Et puis, sur la personnalisation des prises en charge, les professionnels vont mieux identifier ou précocement les symptômes qui sont importants et mettre en place du coup un suivi plus efficace et proposer des prises en charge plus adaptées. Et au niveau des impacts collectifs, effectivement, la mesure de la qualité perçue aide à mieux suivre la santé des patients en aidant notamment les organisations de santé à améliorer certaines dimensions comme la communication avec les patients, la réactivité des équipes ou la prise en charge de la douleur. Donc, quelle orientation au niveau national? Donc, bien sûr, en utilisant les types de mesures d'évaluation de la qualité des soins perçus qu'on a déjà cités, donc les PREMS, les PROMS, les CROMS et les questionnaires de satisfaction.
Donc, depuis 2011, donc là aussi, vous avez eu une présentation. Il existe un dispositif annuel national de mesure en continu de la satisfaction des patients dans les établissements, donc qui était au départ l'enquête Safora qui était portée par le ministère, puis il y a eu ISATIS qui est pilotée par la Haute Autorité de Santé. Et donc, cette mesure est faite sur les patients hospitalisés de plus de 48 heures en MCO, en chirurgie ambulatoire et en SSR. Et effectivement, dans le cadre de Ma Santé 2022, la DGOS a défini une politique qui vise à développer l'usage des PROMS et des PREMS dans le système de santé, donc qui va inclure la santé perçue et la qualité de vie. Donc, je vais vous présenter quelques dispositifs en cours qui mobilisent des PREMS et des PROMS. Donc, on a tout d'abord les expérimentations qui sont faites dans le cadre de l'article 51 qui permet de tester des dispositifs de financement innovants. On a par exemple 23 expérimentations qui prennent en compte l'expérience patient ou les résultats de soins qui importent aux patients, en incluant donc des PREMS et des PROMS. C'est notamment le cas dans tout ce qui est paiement à l'épisode de soins pour 3 chirurgies que je vais développer plus tard. Et puis le cas aussi pour les démarches, le dispositif IPEP qui permet de procéder à un intéressement collectif de groupements professionnels de santé, donc pour favoriser la coordination des soins, et dans le cadre des démarches PEPS, qui sont des paiements au forfait de certaines équipes de professionnels de santé en ville, et donc qui incluent des PREMS et des PROMS. Et les résultats à ces indicateurs, en fait, sont considérés comme des bonus au paiement au forfait. Et je vous parlerai aussi brièvement de 2 autres projets en cours au niveau national, le projet Paris, qui est porté par l'OCDE, et le paiement au forfait dans le cadre de la maladie rénale chronique, qui inclut un questionnaire PROMS qui s'appelle PROMIS 29. Donc, en ce qui concerne le paiement à l'épisode de soins en chirurgie, donc en fait, c'est un modèle qui va consister à rémunérer donc, par une enveloppe forfaitaire globale les professionnels qui sont intervenants dans le parcours du patient avant, pendant et après l'intervention. Donc, pour 3 chirurgies programmées qui sont la colectomie pour cancer, la pose de prothèse totale de hanche et la pose de prothèse totale de genou. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la coordination entre les acteurs intra- et extra-hospitaliers dans le cadre d'une organisation intégrée et qui s'appuie sur des bonnes pratiques de prise en charge. Ça a aussi pour objectif d'améliorer la qualité et la sécurité des soins en limitant la survenue des complications et en favorisant donc la satisfaction du patient, et aussi comme objectif d'améliorer l'efficience des soins en réduisant les surcoûts liés aux complications évitables et en favorisant une utilisation optimale des moyens. Donc là, je vous ai mis dans cette diapo les indicateurs qui sont pris en compte dans le calcul du forfait global, puisqu'il y a une modulation en fonction des résultats à ces indicateurs qualité, donc, qui se fait en fonction donc des résultats obtenus et des démarches entreprises par les professionnels pour mesurer ces indicateurs. Et donc, concernant les PREMS et les PROMS que vous avez en rouge dans le tableau, sont pris en compte uniquement dans le calcul le taux de collecte des mails par les professionnels, donc c'est-à-dire combien de coordonnées ils arrivent à avoir de la part des patients, et le taux d'administration, donc le taux de réponse des patients à ces questionnaires. Donc, c'est la première étape pour en fait intégrer les professionnels et les patients dans la démarche et susciter leur adhésion à ce type d'indicateur. C'est ce qui avait été fait notamment dans le cadre du dispositif ISATIS. Et donc, les résultats à ces questionnaires ne rentrent pas en compte dans le calcul de la dotation. Ils sont donc utilisés pour améliorer la prise en charge clinique et la décision. Donc, les premiers retours d'expérience montrent que certaines équipes se sont bien appropriées ces indicateurs PREMS et PROMS et ont ciblé grâce aux résultats des points d'amélioration, comme par exemple l'accueil du patient, la prise en charge nutritionnelle ou l'information du patient. Donc, ils permettent vraiment de mettre en place une démarche collective d'amélioration. Ces questionnaires sont administrés à plusieurs temps de la prise en charge, à la suite de l'hospitalisation ou à distance après la sortie. Et donc, ils comprennent des questions sur, par exemple, la vie du patient, son autonomie, la qualité de vie. Et donc, les questionnaires utilisés pour ce qui concerne les PREMS, c'est un questionnaire validé par la Haute Autorité de Santé. Et pour ce qui concerne les PROMS, ce sont des questionnaires génériques
ou des questionnaires spécifiques selon les pathologies. Un petit mot sur le projet Paris qui est piloté par l'OCDE. Donc, l'OCDE qui est l'organisation de coopération et de développement économique, donc qui est une organisation internationale à laquelle la France participe. Donc, le projet Paris, qui est porté par l'OCDE, développe des indicateurs selon 2 axes de travail. Donc, d'abord sur des pathologies pour lesquelles on a déjà des mesures de la qualité perçue pour accélérer en fait l'adoption de ces indicateurs au niveau international et entre les pays. Donc, les pathologies ciblées sont le cancer du sein, les arthroplasties de la hanche et du genou et la santé mentale. Il y a déjà eu des premiers résultats qui sont parus en 2019. Et puis, il y a aussi un axe de travail sur une enquête à un niveau international qui va s'adresser aux soins primaires, donc aux médecins de ville, pour mesurer la qualité perçue par les patients qui sont suivis pour une ou plusieurs maladies chroniques. Donc, cette enquête est en cours. Elle aura lieu entre mars et juin 2023 pour des premiers résultats qui devront paraître début 2024 et elle devrait inclure 5 000 à 10 000 patients. Voilà les thèmes du questionnaire patient qui sera administré pour l'enquête Paris. Donc, on a un bloc qui est commun à tous les pays. Donc, ça concerne les thèmes 1 à 6. Et puis, il y a des questions additionnelles qui ont été proposées par la France, notamment sur le rôle du médecin généraliste et des spécialistes, le dispositif 100% santé et le recueil du consentement du patient lors des soins. Et enfin, un autre exemple de dispositif en cours qui inclut des PROMS, donc c'est le paiement au forfait dans le cadre de la maladie rénale chronique. Donc, c'est une initiative qui, en fait, va permettre d'améliorer la prise en charge des patients dialysés. Et donc, dans le calcul de ce paiement au forfait, on a là en bas de page, vous voyez un questionnaire qui s'appelle Promis 29, qui est spécifique et recommandé dans le cadre de la maladie rénale chronique. Et là, pour le coup, ce n'est pas non plus les résultats qui sont pris en compte dans le calcul du forfait, mais bien encore le taux de collecte des mails des patients et le taux d'administration, puisque c'est vraiment la première étape pour familiariser les professionnels et les faire adhérer à l'utilisation de ce type de mesures. Et donc là, il y a un groupe de travail qui est en cours de discussion pour savoir comment exploiter les résultats de ce questionnaire Promis 29. L'idée, donc là, je vous ai mis un extrait de ce questionnaire Promis 29, c'est d'analyser avec une méthode de scoring en matière d'évolution dans le temps pour voir s'il y a une amélioration ou une détérioration de la qualité de vie. Voilà. Et donc, le groupe de travail n'a pas encore finalisé sa méthode d'analyse. Ces travaux sont encore en cours. Et une slide pour partager avec vous les travaux en cours du côté de la HAS. Merci à eux d'avoir échangé ces informations avec nous. Donc, il y a actuellement un appel à projet qui est porté donc par la HAS sur la mise en œuvre de PROMS en ville ou en établissement de santé. Et actuellement, 4 projets ont été retenus pour le déploiement de PROMS et vont être subventionnés par la HAS sur une période de 2 ans. On a aussi donc sur le chantier qualité-pertinence qui a été évoqué au début de ce webinaire, donc de la stratégie de transformation du système de santé, 10 parcours pathologies chroniques qui sont ciblés, donc pour laquelle la HAS a publié des guides d'aide à l'utilisation des PROMS en pratique clinique courante. Et à ce jour, sont parus les guides BPCO, syndrome coronarien chronique et maladie rénale chronique. Les autres pathologies sont à venir. Et ces guides sont des outils pour les professionnels pour leur faire connaître les questionnaires génériques et spécifiques qui existent pour chaque pathologie et les orienter dans le choix des questionnaires. Et enfin, il y a également une enquête nationale qui est aussi portée par la HAS qui est en cours, qui va permettre de faire un état des lieux des initiatives locales et régionales sur la mise en œuvre des PROMS en ville, en établissement de santé et en centre de soins. Et donc, pour finir, une diapo donc, pour vous présenter les retours d'expérience de ces dispositifs par rapport à la mobilisation de PROMS et de PREMS.
Donc, au niveau des freins identifiés, on a toute la réglementation RGPD qui est assez contraignante pour les producteurs de données parce que ça les oblige à respecter les étapes de collecte, de traitement de données en veillant toujours au consentement des patients. Il y a aussi un point de vigilance sur la fixation du bon temps d'administration des questionnaires pour avoir une représentativité optimale de la perception du patient en amont de sa prise en charge ou en aval ou pendant le parcours pour mesurer s'il y a une progression ou une régression. Et veiller aussi au bon format d'administration. Par exemple, le mail n'est pas accessible à toutes les populations, notamment pour les patients âgés ou plus vulnérables. Et un point de vigilance aussi sur la longueur des questionnaires qui parfois peuvent être dissuasifs pour certains patients. Faire attention aussi aux mots, même si c'est des questionnaires validés, qui pourraient être interprétés par les patients ou pour lesquels les patients attacheraient moins d'importance. Et puis enfin, la multiplicité des questionnaires qui pourrait entraîner éventuellement une sursollicitation du patient et donc une perte de cohérence à plus long terme. Et enfin, dans les préconisations suite au retour d'expérience qu'on a eu, donc on nous a dit de bien veiller effectivement à associer les professionnels au moment de l'introduction des questionnaires PREMS et PROMS dans les dispositifs, le construire avec eux, en les rassurant sur l'usage qui va être fait des résultats, à savoir en premier lieu leur permettre d'aider à l'amélioration des prises en charge cliniques. Donc la dimension pédagogique est très importante parce que les professionnels doivent voir leur intérêt. Le premier objectif, c'est bien de s'en servir pour faire une auto-évaluation des pratiques, mais moins à des fins de comparaison entre eux ou pour intégrer un dispositif de financement de paiement à la qualité. Voilà, donc aussi veiller à bien cibler la démarche par les professionnels eux-mêmes en identifiant les objectifs, la population cible, les modalités d'administration, les conditions d'organisation de recueil. Et on nous a aussi fait part que c'était important que ce soit le médecin qui informe le patient sur l'objectif des PREMS et des PROMS pour qu'il y ait une meilleure adhésion et qu'il y ait un meilleur impact après dans le remplissage des questionnaires. Et enfin, ces indicateurs ne sont pas suffisants à eux-mêmes. Ils doivent être associés à d'autres types de mesures qui portent sur la qualité des soins délivrés et sur les organisations mises en place, donc pour garantir au maximum une approche globale de la qualité des soins. Voilà, merci de votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Caroline Bizet. C'était dense et très, très riche. Bravo. Je donne tout de suite la parole, et vous voyez que c'est un marathon qui est en train de se jouer. Donc, à Makwevi, donc j'ai le plaisir d'introduire. Donc, Ama est le directeur de l'Institut français d'expérience patient. Il va nous parler du baromètre qui est réalisé annuellement en France par l'Institut et qui nous permet de savoir un petit peu où on en est par rapport à ces sujets de la mesure et de la familiarité des professionnels des établissements sur ce sujet. Ama, tu as la parole. Merci beaucoup, Philippe. Merci aux organisateurs de leur invitation. Comme Philippe le rappelait, je suis le directeur de l'Institut français de l'expérience patient, qui est une organisation indépendante, une association loi 1901 qui existe depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Alors, à l'Institut français de l'expérience patient, on a un réel plaisir à entendre toutes les interventions qui se sont déroulées jusqu'à maintenant, dans la mesure où j'ai beaucoup de plaisir à rappeler que tout cela se passe dans un contexte général, un contexte aussi international, et que donc on observe depuis quelque temps maintenant une nette accélération, un mouvement d'une grande envergure pour finalement replacer le patient et son expérience comme un véritable levier d'amélioration de notre système de santé. Et ce que j'ai envie de dire, et ce sera le dernier mot de mon introduction, c'est que peut-être ce qui a conduit à cette accélération, c'est le fait que non seulement tout ceci est entrepris dans un objectif de mieux-être pour les patients, mais aussi, et c'est un petit peu ce que les différents intervenants sur différents registres ont exposé, c'est parce qu'on recherche aussi une plus grande performance dans les pratiques
et notamment dans la pratique médicale, et que cette expérience patient, cette prise en compte de l'expérience patient est aussi une manière d'améliorer les pratiques professionnelles. Alors, il y a 3 petites choses dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui. Le baromètre de l'expérience patient, mais je ne voulais pas limiter mon propos à ce sujet. Je voulais également vous parler d'une étude qu'on a conduite sur les déterminants de l'expérience patient, qui, elle, s'est un petit peu intéressée à la dimension chirurgie. Et donc, pour le public encore présent à cette heure avancée, près de 139 d'entre vous, je pense que ce serait intéressant. Et puis, j'ai eu envie de mettre en avant les travaux d'un sociologue dont je vous donnerai un certain nombre de références. Donc, pour ne pas perdre plus de temps, je vais droit au baromètre de l'expérience lui-même, de l'expérience patient lui-même, pour exprimer le fait qu'il s'agit d'une étude qui existe depuis maintenant 4 éditions, étude qui a pour objectif de mesurer dans le temps l'évolution de l'appropriation de l'expérience patient en tant qu'enjeu de santé publique par les professionnels de santé d'une part, mais aussi par les patients eux-mêmes. Et donc, cette enquête, elle se fait à la fois auprès des professionnels de santé. Plus de 2500 ont répondu à la dernière version de l'enquête de 2021-2022, et un échantillon représentatif de patients. Donc, on travaille avec l'organisme de sondage BVA, qui constitue chaque année un échantillon de 2000 personnes qui sont des usagers du système de santé. Alors, cet instrument, le baromètre de l'expérience patient, il permet de faire quoi? Il permet de mettre en évidence un certain nombre de retours, et ces retours sont extrêmement précieux, extrêmement intéressants pour qui s'intéresse à ces sujets. Alors, j'ai dû faire une sélection, puisqu'il y a presque 80 ou 90 pages de résultats pour cette enquête, mais je voulais insister sur un premier point, et notamment un point qui met en exergue la différence de perception entre les usagers interrogés et les professionnels de santé. À la question, selon vous, pour améliorer la prise en charge des personnes malades, les professionnels de santé et les établissements de santé prennent-ils suffisamment en compte le ressenti, le vécu des patients et des familles? On se rend compte que lorsqu'on pose la question aux patients, à 51% seulement, ils nous disent que oui, alors que la même question posée aux professionnels, 71% d'entre eux ont le sentiment de prendre suffisamment en compte le ressenti, le vécu des patients et des familles. Alors cela, c'est quelque chose qui est instructif pour nous, qui est instructif pour les professionnels, parce qu'on mesure un écart. Cet écart n'existe pas sur toutes les questions, ce qui lui donne encore plus d'intérêt, encore plus de valeur, et ça nous permet de cibler des actions qui vont concourir à sensibiliser les professionnels de santé à cet enjeu de la prise en compte du ressenti, du vécu des patients. Quelque part, à travers les prompts qu'on a évoqués et la nécessité dorénavant de faire une place plus importante pour ce ressenti des patients, on voit qu'on avance dans cette direction. Et peut-être ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que même si aujourd'hui on a eu une succession d'interventions qui portaient sur ce sujet, si on prend un tout petit pas de recul, il faut aussi garder à l'esprit que ces sujets sont encore relativement récents, finalement peu connus d'une grande partie des professionnels de santé et des chirurgiens en particulier, d'où l'intérêt de ce webinaire. Et donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Autre enseignement intéressant de ce baromètre de l'expérience patient, le fait que, et c'est un paradoxe, lorsqu'on demande aux usagers du système de santé si il est important à leurs yeux que le système de santé, que les professionnels de santé s'appuient davantage sur l'expérience patient, une écrasante majorité d'entre eux nous disent que oui, évidemment, ça peut permettre d'améliorer les pratiques professionnelles, l'organisation du système, la coordination, tout un tas de choses qui sont évidemment des choses très précieuses pour notre système de santé. En revanche, quand on leur demande si eux-mêmes partagent leur propre expérience, leur vécu, on se rend compte qu'ils sont très peu nombreux à le faire et qu'ils le font essentiellement dans un cercle privé, auprès de leurs proches, parfois avec les professionnels de santé, mais finalement assez peu. Et en réponse à l'intervention qu'on a eue sur les réseaux sociaux et leur importance tout à l'heure, notre enquête elle montre que finalement, c'est assez peu d'entre eux, c'est un tout petit échantillon des patients qui partagent leur vécu sur les réseaux sociaux. Donc, tout cela nous fait dire ce paradoxe entre l'importance que peut avoir du point de vue des usagers leur retour d'expérience pour améliorer le système et cette question du partage qui se fait finalement assez peu ou alors seulement en cercle privé, ça donne envie de creuser davantage et d'essayer de comprendre par quels moyens
on pourrait susciter la participation des patients, l'expression de leurs témoignages, et donc à l'IFEP, on a lancé un groupe de travail spécifiquement sur ce thème. Je n'ai pas le temps de développer plus, mais c'est vraiment un sujet intéressant. Et puis pour, là encore, donner un peu de perspective et dire à quel point on est à la fois dans un mouvement qui s'accélère, mais encore dans quelque chose qui est pour une bonne partie devant nous. Quand on demande aux professionnels de santé s'ils estiment travailler dans un établissement dans lequel la politique d'amélioration de l'expérience patient est avancée, on a encore 44% des établissements qui nous disent qu'ils en sont au début. Soit rien n'a été fait, soit ça commence à peine. Donc, c'est beaucoup moins que ce qu'il y avait il y a quelques temps. Mais néanmoins, c'est encore un sujet qui mérite d'être développé, déployé davantage. Donc voilà, cette enquête du baromètre de l'expérience patient, elle revient chaque année et je vous invite à y prendre part dès lors que vous serez sollicité. Tous ces résultats sont disponibles sur notre site internet et j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail. Je passe rapidement sur les déterminants de l'expérience patient parce que c'est un autre point très intéressant. C'est une enquête qu'on a fait en 2021 et dont le champ était à la fois l'hospitalisation de jour, la chirurgie, la cancérologie et l'hospitalisation après passage aux urgences. Nouvelle enquête réalisée avec l'appui de notre organisme de sondage préféré et on a fait à la fois un travail qualitatif complété d'un travail quantitatif. Tout cela avec des workshops qui associaient des professionnels de santé dans différentes configurations et des institutions de santé qui ont été consultées en amont. L'objectif était tout simplement d'aller explorer ce qui a le plus d'importance aux yeux des patients. Et une fois qu'on a identifié ce qui a de l'importance aux yeux des patients, ce sur quoi les professionnels de santé peuvent agir. Un des résultats intéressants, c'est les 9 déterminants de l'expérience patient. Donc, on a fait je passe rapidement, mais on a fait une analyse qui s'appelle une méthode de régression linéaire critère par critère, et elle a mis en évidence qu'au cœur de l'expérience se situent les soins, les examens, les interventions, c'est-à-dire le cœur de la prise en charge clinique. Et ce n'est pas une surprise de voir que dans tout ce qui peut faire varier l'expérience patient, à 34%, on va s'appuyer sur les aspects cœur de prise en charge. Néanmoins, on voit aussi que d'autres aspects peuvent revêtir une importance capitale. En premier lieu, la prise en compte et le ressenti du vécu du patient, ce que le baromètre avait lui-même mis en évidence. Et puis d'autres aspects comme les premiers moments dans l'établissement, comme l'échange avec le médecin juste après l'intervention, par exemple. Donc, des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas toujours valorisées autant qu'elles le devraient dans le système de santé, et ces déterminants peuvent nous aider à mettre l'accent dessus. Sur la partie chirurgicale, là aussi, dans un océan d'informations au sein duquel j'ai dû faire un tri, on s'est intéressé à la question des moments de stress dans un parcours de patient. Et donc là, ce que les patients nous disent, c'est que les moments qui constituent pour eux le stress le plus fort, c'est l'attente, évidemment, avant l'entrée au bloc opératoire, mais aussi de manière un peu moindre, mais quand même de manière assez surprenante, le rendez-vous avec le chirurgien avant l'intervention. Donc des moments qui sont des moments charnières, des moments clés auxquels sans doute il faut accorder une importance, y compris en termes de réponse dans la communication que les professionnels de santé peuvent avoir et les chirurgiens et les anesthésistes en particulier, d'après ce que notre enquête nous montre. Oui. Je vais te proposer de conclure parce qu'effectivement… Oui, je conclus. Tu vois, je passe directement, malgré le problème technique du départ, à mon dernier point qui était la chirurgie des patients, une enquête que je vous invite à aller voir et qui est disponible dans toutes les bonnes pages, y compris sur notre site internet, on la relaie. La chirurgie des patients, c'est un travail d'un sociologue extrêmement intéressant sur l'expérience de l'hospitalisation, mais vue du patient. Et donc, je passe sur l'angoisse de mort, l'angoisse de la douleur. Ce que je trouve vraiment intéressant à souligner, c'est une question qui était évoquée sous l'angle la nécessité de remplir le vide vécu de l'intervention. Je crois que vous avez fait un petit sondage sur à quel point les professionnels de santé, les chirurgiens en particulier, voient systématiquement les patients après leur intervention. Et il y a encore, dans beaucoup de cas,
des patients qui ne sont pas vus par le chirurgien après l'intervention. Et bien, ce que ce sociologue met en évidence, c'est que ça crée chez lui, chez le patient, un vide vécu, puisqu'il ne peut pas reconstituer l'ensemble de son expérience, et que ce vide vécu constitue évidemment un aspect péjoratif de sa prise en charge. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Mon dernier mot sera pour vous faire une invitation à venir partager ces thématiques autour de l'expérience patient dans un événement qui sera la journée annuelle de l'expérience patient le 23 juin prochain. Je me tiens donc à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Alors, puisque l'objectif était de s'interroger sur la mesure de la qualité de la prise en charge chirurgicale du point de vue du patient, il était tout à fait normal de conclure ce programme très intéressant, très riche et très éclairant sur la manière de prendre en compte le patient dans cette évaluation. Et donc, je vais sans tarder passer la parole à Madame Anne-Sophie Joly. Vous êtes présidente fondatrice du collectif national des associations de patients obèses. Alors, vous allez intervenir en tant que patiente experte. Donc, merci de nous donner votre avis et aussi celle que vous percevez des patients qui sont moins, voilà, qui n'ont pas cette expertise que vous avez. Non, merci aux organisateurs pour nous donner l'opportunité d'échanger avec vous. Merci pour votre confiance. Alors, moi j'ai 2 vidéos, parce qu'en fait, en vous écoutant au départ, je n'avais pas prévu de faire de présentation, parce que je pense qu'effectivement, tout ce qui a été dit, du point de vue strictement académique et étatique, a été fait. Moi, je vais effectivement vous parler de la problématique qu'on a sur l'obésité. Donc, l'obésité, comme vous le savez, est la 4e cause de mortalité dans le monde. On est, en termes de chiffres de l'OMS, juste à des niveaux catastrophiques. Hein, ça tue beaucoup plus, malheureusement, que le cancer et que d'autres pathologies, et qu'on se retrouve avec, effectivement, à la fois énormément de choses qui ont été faites au point de vue étatique en France, et d'un autre côté, finalement, une non-acceptation jusqu'à présent de la société. Et on a aussi un problème de finalement, oui, mais l'obésité, c'est juste en fait un choix de vie pour la plupart d'entre nous en termes de société, et on a aussi un problème de communication. Et en termes de communication, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau associatif en se disant, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on puisse dire des choses, alors que finalement, la société vous met sous un couvert et sous un chapeau, et qu'effectivement, parfois, on a la problématique du soignant qui, lui, se retrouve dans une impasse parce qu'il n'a pas de choix thérapeutique à pouvoir donner à un instant T très efficace, comme il pourrait le donner pour un diabète ou pour une hypertension artérielle, même si un patient obèse, et je le rappelle, mais ça vous le savez mieux que moi, représente 18 pathologies associées, et comme vous le savez, le Covid étant juste un tout petit peu la 19e. Donc en fait, l'idée, c'est comment on peut réussir à parler, on peut réussir à coller un terrain d'entente entre communication entre patients et soignants. On était effectivement sur une consultation qui devait être faite par une personne en situation d'obésité en allant voir finalement son médecin généraliste. Et là, on se retrouve avec une patiente qui vous explique que finalement, elle rentre déjà dans le cabinet, et le regard finalement de la secrétaire médicale est déjà discriminant à la base, en disant finalement pourquoi vous venez. Après, elle arrive en salle de consultation et se rend compte finalement que le siège de la salle de consultation n'est pas du tout approprié. Et donc là, effectivement, elle ne peut pas s'asseoir, puisqu'effectivement, on se retrouve avec des sièges, avec des accoudoirs sur le côté. Donc, elle ne s'assied pas. Ensuite, effectivement, le médecin vient la chercher en salle de consultation et la regarde de la tête aux pieds en disant « Ah, c'est vous, madame ?» D'accord. Donc, elle rentre et déjà, la patiente est très mal à l'aise. Et là, en fait, au lieu de dire qu'elle a mal à l'épaule, le médecin lui dit « Bon, pourquoi vous venez ?» Et la patiente lui dit « En fait, je pense que j'ai mal à l'épaule. » Oui, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'à cause de votre poids, finalement, vous avez mal au dos. Et en fait, on retourne. La patiente, en termes de relation, n'est pas à l'aise et ne va pas jusqu'au bout de l'explication parce que, pour le coup, elle n'ose pas aller en lui disant finalement, j'ai fait une randonnée il y a quelque temps, j'avais un sac à dos qui était assez plein et je me suis fait mal à l'épaule. Donc, en fait, on se retrouve avec une forme, alors à la fois de discrimination et un gros problème de relation,
parce que finalement, la patiente n'a pas été prise en considération par rapport à ce qu'elle était et par rapport à ce qu'elle pouvait éventuellement échanger avec le patient, avec le soignant. Et pour le coup, ça fausse complètement la consultation. Il y a à la fois ce que les patients vous disent, ce qu'ils ne vous disent pas. Il y a ce qu'on attend de vous, et les attentes sont énormes, et ça, malheureusement, vous le savez, ça pose énormément sur vos épaules, que vous avez des patients qui auraient envie de vous dire plein de choses, mais qui n'osent pas, parce que on est face à des professionnels de santé. Moi, les patients me disent assez souvent, lorsqu'on est dans des réunions patients associatifs, ils disent, mais c'est un professionnel de santé qui a fait 10 ans, 15 ans de médecine, qu'est-ce que je vais l'embêter avec mes petits soucis? Oui, mais en fait, il a des informations qui sont capitales. Il faut absolument lui donner des informations. Et il y a très peu de communication. Alors moi, je vous parle d'obésité. Tous les patients ne sont pas atteints d'obésité. Enfin, on a quand même 50% de la population en surpoids et en obésité. Et là où on a un souci, c'est que lorsqu'on arrive sur de la chirurgie bariatrique, donc là, on est effectivement sur des chirurgies qui sont quelque part vitales. Ce n'est pas de la chirurgie de confort ni de la chirurgie esthétique, où on agit sur des organes comme l'estomac ou les intestins. Lorsqu'on fait un bypass ou lorsqu'on fait une sleeve, vous savez très bien ce qu'on retire. Pour autant, si on n'explique pas et si on n'applique pas les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé qu'on avait fait en 2009, sur lequel il y a un process de prise en charge, de préparation, etc., et d'explication, parce que lorsqu'on avait terminé les recos en 2009, je me souviens, la Haute Autorité de Santé m'a dit, bon, ben voilà, Anne-Sophie, il y a le petit pavé de 475 pages, encore 8 à donner aux patients. Je leur ai dit, il faut faire de la vulgarisation d'informations médicales. Et on avait réussi à faire un document d'environ 16 à 18 pages de vulgarisation d'informations médicales, et qui est une base de travail maintenant qui est faite avec les patients et avec les professionnels de santé. Il faut échanger, c'est capital. Je sais que vous êtes un peu débordés, que les consultations en termes de timing sont hyper raccourcies. Ceci étant, lorsque une prise en charge médicale et chirurgicale se fait avec le patient et avec le soignant, si on n'a pas ce couple-là, et j'ai envie de dire au sens large du terme, on n'avancera pas. Et on va aller dans l'échec et dans les incohérences et dans les incompris vitam aeternam, et ce qui n'est absolument pas bon. Avec la désertification médicale, ça va ne faire que s'accroître et on va se retrouver avec des problèmes. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup pour cette intervention. On va devoir passer aux questions. Juste pour vous dire que sur le lien vidéo que nous n'avons pas vu, il est toujours possible de éventuellement nous le passer. On pourra le regarder dans un autre temps. Philippe, je crois que tu avais beaucoup de questions qui concernent tes intervenants. Donc, je te passe la parole et merci beaucoup, Madame Joly. Donc, vous qui commencez à devenir geek, Madame Joly, c'est vrai qu'on sera très intéressé si vous pouvez copier-coller le lien Internet de YouTube, je pense que ça doit être sur YouTube, et le mettre dans le chat, ça serait super. Voilà, sinon vous serez contacté par Apirubi après. Oui, il n'est pas sur YouTube, mais oui, oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage que je trouve aussi très fort et très, très, très juste. Alors, parmi les questions, il y en a eu beaucoup, donc on va être obligé de faire une sélection et je vais vous proposer de renvoyer certaines donc, il y en a eu pour Marie Gloanec au début, qui était donc le questionnaire statistique. Est-ce que ça concerne tous les établissements, publics, privés? Est-ce que c'est obligatoire? Et comment s'articule ISATIS avec les questionnaires de satisfaction propres à l'établissement? Oui, donc en effet, on a régulièrement cette question sur l'articulation avec le questionnaire de sortie. Nous, ce qu'on répond, donc le questionnaire de sortie reste encore une obligation aussi de recueil dans les établissements de santé. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça permet d'avoir une autre modalité de recueil de l'information, puisque souvent, ils sont recueillis au format papier. Donc, ça permet aussi aux patients qui ne sont pas très à l'aise avec les plateformes Internet de donner leur avis. Et ce qu'on a comme retour des établissements de santé, c'est que le questionnaire de sortie permet aussi de poser des questions qui sont un peu plus spécifiques peut-être sur certains services. Donc, ça permet de compléter l'évaluation un peu plus globale qui est faite par ISATIS. Voilà, je réponds rapidement pour laisser
la parole aux autres intervenants. Merci. Super. Merci beaucoup parce qu'effectivement, on est dans un jeu de questions rapides, réponses rapides. Maintenant, c'est pour Virginie Luce-Garnier, mais tu pourras nous dire éventuellement que tu nous renvoies sur le webinaire où tu vas pouvoir prendre beaucoup plus de temps pour répondre à certaines questions. Première question, c'était est-ce que la PHP compte partager ses données sur la plateforme de comparaison d'Ichom? Et puis la deuxième que je relis aussi, même si elle était posée quand Caroline Bizet a fait sa présentation, pourriez-vous nous préciser comment construire un PROM, un CROM, selon une maquette définie et qui soit la même dans une pathologie donnée dans les différentes spécialités au niveau national et international? D'après les exemples, cela semble dépendre d'équipes et d'établissements. Quel est le rôle des sociétés savantes et en combien de langues sont écrits ces questionnaires? Alors, sur les questionnaires PROMS et CROMS, en fait, des questionnaires validés pour une pathologie, il y a un processus de validation du questionnaire de qualité de vie qui est quand même assez précis. Et des questionnaires validés pour une seule pathologie, il n'y en a finalement pas tant que ça. Alors, il y a des questionnaires génériques qui concernent plusieurs pathologies, comme le Q5D3L par exemple, et qu'on peut donner à plusieurs patients. Mais en fait, pour une pathologie, vous allez trouver en général 1, 2, 3, jusqu'à 5 questionnaires qui vont explorer d'ailleurs des plans différents de la qualité de vie. Et donc, il n'y en a pas tant que ça. Vous pouvez décider de construire vos propres questionnaires de qualité de vie, mais c'est très long et très compliqué. Donc, je vous suggère fortement d'utiliser ceux qui existent déjà. L'avantage de ce que je vous proposais avec le site iChom, c'est que les thésaurus iChom intègrent à la fois les questionnaires de qualité de vie, les questionnaires, enfin ce ne sont pas des questionnaires d'ailleurs, les indicateurs cliniques qu'il faut rechercher et les indicateurs de stratification et proposent un timing. Et donc, quand vous prenez le thésaurus iChom, pathologie par pathologie, vous avez un très bon condensé et très efficace de ce qui va vous permettre d'évaluer le résultat d'une prise en charge. Les questionnaires qui sont utilisés dans iChom, les questionnaires patients en tout cas, sont le plus souvent des questionnaires qui ont été validés déjà à l'international il y a longtemps et dont la traduction française est validée. Alors, je ne peux pas vous répondre sur le nombre de langues par questionnaire, mais à partir du moment où un questionnaire de qualité de vie a fait l'objet d'une validation robuste à l'international, en général, il est traduit rapidement, la traduction elle-même doit être validée. Pour le français, on a souvent des questionnaires validés. Donc, ça ne pose pas de problème. Et l'organisme iChom s'est en plus attaché à prendre des questionnaires qui sont disponibles gratuitement en ligne. Vous n'avez en général pas à les payer, souvent à vous inscrire et l'organisme qui les produit vous envoie parfois une petite enquête pour savoir ce que vous en faites. Mais c'est à peu près tout, souvent ils sont gratuits et la traduction est validée en français. Et donc dans iChom, en fait, vous avez le mode d'emploi de la mesure du résultat patient, pathologie par pathologie. Alors il n'y en a que 38, tout n'est pas encore fait, mais vous trouverez certainement peut-être quelque chose qui vous intéressera. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci Virginie. Et encore une fois, rendez-vous le 31 mai sur le webinaire qui durera beaucoup plus longtemps. Il y a une question sur le replay, donc il faudra penser à y répondre. Je ne le peux pas. Mais avant, je voudrais donner la parole à Myriam Koual, puisqu'il y avait une question qui concernait les HL, mais je vais lui laisser répondre. Quel est le taux de retour des patients? On l'a vu dans les diapos, je crois que c'est 30%. Mais surtout, la question qui me semblait vraiment intéressante, c'est comment avez-vous traité les résultats des questionnaires PROMS? Vous les reprenez avec les patientes au cours de la consultation? Alors, non. En 2 minutes. Oui, non. Alors, en effet, on a à peu près 30%. Et on va dire qu'on monte à peu près à 50% sur les 6 derniers mois avec une bonne formation de toute l'équipe et des chirurgiens. Et en effet, quand le chirurgien propose la participation du coup, à cette évaluation de la qualité, on a plus de réponses. La deuxième partie de votre question, on n'a pas encore exploité les questionnaires. On était vraiment dans la mise en forme. Nous, ce qu'on aimerait, alors on ne les reprend pas non plus avec les patientes, ça pourrait être intéressant à titre individuel, mais pour l'instant, on est parti vraiment sur traiter les données de façon collective et faire des comparaisons en fonction des groupes cliniques et des données qu'on aura dans les CROMS. Mais ça pourrait être intéressant en effet à titre individuel, mais je pense que c'est un gros travail parce qu'il y a beaucoup de questions par questionnaire. Il y a 5 questionnaires.
Dans un monde idéal, ça serait formidable, mais pour l'instant, ce sera plutôt des analyses collectives. Je conclurai par ça en disant qu'effectivement, ces outils sont utiles pour améliorer la qualité, pour mieux connaître ce qui se passe de façon collective. Mais je pense qu'il y a un énorme potentiel, effectivement, recevoir un patient en consultation en ayant sous les yeux le questionnaire auquel il a répondu ou dans lequel il donne ses propres informations sur la santé, l'état de santé dans lequel il se sent. Ça ne remplace pas la question, mais c'est aussi quelque chose qui me paraît avoir beaucoup de valeur. Donc, ça, c'est une piste pour le futur, pour l'ensemble des équipes qui développent des proms ou des prems d'ailleurs. Alors après, il y a eu quelques remarques, mais je voudrais juste dire que la plupart ont été élogieux sur ce webinaire. Donc, félicitations à tous, mais je laisse la parole à Sandrine Buscaille et Henri-Jean Philippe pour terminer. Alors, merci. On va copartager, Henri-Jean, la conclusion. Alors, de manière assez synthétique, ce que je voudrais peut-être apporter, c'est que, bon, on a vu là ce soir cette prise de conscience collective, mais au-delà de la prise de conscience, il y a un vrai travail qui est fait par l'ensemble des acteurs avec le patient. Le patient est bien, avec nous et on prend bien en compte son point de vue. Alors évidemment, il y a plusieurs façons d'explorer. Il y a le champ expérimental, mais on a aussi des cliniciens qui s'impliquent. Nous avons sur le terrain l'expertise patient qui est recueillie. Et puis, ça touche aussi au domaine de la recherche européenne, internationale. On dispose de recommandations et on dispose aussi de dispositifs législatifs. Donc, il y a à peu près tous les champs et les partenaires qui sont vraiment impliqués. Voilà, on ne défriche pas. C'est certes innovant, mais je pense que l'innovation, on parlait tout à l'heure avec Julie, lorsque Julie Lagrave a introduit ce webinaire, je pense que l'innovation, elle n'est pas tant dans le fait de s'intéresser à la prise en compte du patient, mais elle est davantage, comme tu le disais Philippe tout à l'heure, je pense dans la quête de simplifier au maximum nos outils pour permettre aux patients justement de faciliter le recueil de leurs paroles, de leur vécu, de leur expérience. Tu parlais de système d'information tout à l'heure et de vraiment de faire que l'ensemble des moyens à la disposition des patients et de leur compréhension soient facilités pour grandir tous ensemble de ce mouvement qui existe en tout cas en France et à l'échelle internationale. Voilà. Henri-Jean, peut-être pour conclure définitivement. Oui. En fait, à chaque webinaire, je découvre des experts de très grande qualité, passionnants, et malheureusement, qui sont très convaincants. Ça signifie que à chaque fois, au niveau de l'ARS, notre groupe chirurgie, on se dit, bon, voilà, maintenant, il va falloir qu'on avance avec vous, avec ces experts, parce que vraiment, c'est une dimension incroyable. Et moi, la semaine prochaine, nous avons un groupe thématique chirurgie, et donc je vais vous piquer un ensemble de diapositives. L'expérience de notre collègue, le professeur Lustig, sur l'intervention vidéo, je vais la prendre également pour exposer aux chirurgiens. Il y a donc 12 disciplines chirurgicales qui sont présentes. Et aussi bien les PROM que les PREM, il y a un travail, il y a un accompagnement de l'ARS qui va être, je pense, important. D'abord, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, je crois moi, je suis gynécologue obstétricien. Je ne dirais pas que c'est un gros mot, mais presque. Et pourtant, je suis universitaire. Donc, je pense qu'on va interroger chaque société savante pour savoir où ils en sont. Probablement, certaines disciplines sont beaucoup avancées par rapport à d'autres. Si tout le monde est avancé, tant mieux, ça voudra dire que je suis vraiment en fin de carrière. Sinon, ça voudra dire que j'ai une mission d'accompagner les équipes chirurgicales en Île-de-France et c'est ce qu'on fera. Concernant les PREM, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet parce que je crois que ça fait partie déjà de la pratique dans nos établissements. Je dirais que c'est plus les directions qui regardent les résultats et donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut que nous, les équipes chirurgicales, les équipes médicales, on s'implique également là-dessus. Et donc là, il y a 2 axes de travail, donc je les annonce. Un avec Marie Gloanec à l'HAS et on va essayer de travailler en proximité des établissements pour essayer de comprendre certains taux d'insatisfaction, de les comprendre pour essayer de trouver des pistes d'amélioration qu'on diffusera par la suite. C'est le premier travail de recherche. Et l'autre travail, c'est avec l'équipe de Montpellier,
parce que les réseaux sociaux font partie de notre vie aujourd'hui et on ferme les yeux. Et donc, ce n'est pas acceptable de fermer les yeux parce que je pense qu'on peut, comme l'a expliqué tout à l'heure l'équipe de Montpellier, on peut en tirer un grand nombre de bénéfices pour notre pratique chirurgicale. Et dernier point, il y a M. Couévi, à juste titre, qui nous a rappelé, mais au fait, vous devez progresser, les chirurgiens, mais les usagers aussi doivent progresser. Donc, je pense qu'on va aussi, et merci M. Couévi de votre proposition, je pense qu'on a des référents usagers en Ile-de-France qui sont vraiment de grande qualité. Je crois qu'il y a un travail aussi à faire avec eux pour que les personnes puissent s'exprimer un peu plus ouvertement. Et moi, je me rappelle, et je ne veux pas être trop long parce qu'il est très tard, mais je me rappelle à chaque fois d'une communication dans un article américain qui disait, eh bien, la personne la plus intelligente, lorsqu'on lui annonce qu'elle va être opérée, devient la personne la plus bête, et donc se tait. Et donc, on doit aussi libérer la parole de tout le monde. Merci encore 1000 fois à vous tous et à vous toutes. C'était incroyable. À très bientôt. Merci.